Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connection, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire le récap de la main card de l'UFC 321 qui a eu lieu à l'Etihad Arena le 25 octobre 2025. On a fait un live hier, un excellent live avec vous. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, de répondre à vos questions, de réagir ensemble. Il y a eu du débat. Il y a eu pas mal de choses. On a été à chaud. On a réagi à très à chaud. Dans l'émotion. Surtout au main event, dans l'émotion. Voilà, il s'est passé 24 heures. On va pouvoir reparler de tout ça, à tête reposée, nuancer un peu le débat. Voilà, on met une autre casquette. On a eu la casquette, on va dire, fan, qui vous parle du combat avec une plus-value technique. Aujourd'hui, on met notre casquette d'analyste. Donc voilà, on est plus dans l'analyse, plus dans la réflexion. Donc voilà, on va revenir là-dessus. On retire le côté affect et on va mettre un peu plus de nuances dans tout ça. Et puis surtout, on va reparler de tous les combats puisqu'on n'a pas fait le live sur tous les combats. Donc voilà, on va voir ça. Avant de commencer et de parler de cette main card, comme d'habitude, Import Fight, notre partenaire du moment, cette boutique internet de vente de textiles, matériel de sport, que ce soit MMA, boxe ou grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ce soit Primo, Hit and Move, Corner ou Pitbull West Coast. Ce sont des marques de qualité qui sponsorisent de grands combattants, des combattants UFC, Alex Pereira, ou alors encore Belal Mohamed, ou Anthony Pettis, qui n'est plus à l'UFC, mais c'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez de la qualité, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres, ça se passe sur Import Fight, le lien est en description. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc n'hésitez pas les amis, et aussi n'hésitez pas à nous faire des retours sur le matériel. Écoutez, on commence, mon cher Rolly, avec le premier combat de cette main card, c'était Aleksandar Rakic contre Azamat Murzakanov. Donc un combat qui n'a pas duré bien longtemps, hein, puisqu'il s'est fini au round 1, avec un Rakic qui a du mal à revenir hein, depuis sa blessure. On sent que c'est très compliqué pour lui, c'est laborieux. On parle de ces gens hein, qui n'ont plus la foi pour être dans la cage. Alors lui, c'est pas, comment dire, tu sais, on parlait de ça pour Anthony Smith, beaucoup. Ouais. Alors, je le ressens pas exactement de la même manière entre les deux. Tu sais, Rakic, je sais pas, en tout cas, comme ça, de prime abord, t'as pas ce même ressenti de mec aux portes de la retraite, mais pourtant, dans les faits, il se passe exactement la même chose dans la cage. Des mauvais choix, un renoncement sur ta technique de base. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Mais en fait, c'est un kicker, ouais. Hein, c'est un kickboxer. Ouais, c'est un kicker. D'ailleurs, dans ce combat, on l'a vu chercher la lutte tôt, en tout cas chercher le contact très tôt. Moi, je pense qu'il est parfaitement conscient qu'il peut plus prendre les frappes. Tu vois, prendre des coups, il peut plus. Il en veut plus, son corps ne veut plus. Donc à partir de là, quand t'es un striker et que t'es un pur striker en plus pour le coup, tu vois, c'est même pas un combattant complet qui peut adapter et faire autre chose. Rakic, c'est un striker. Il a pas un très bon sol, il a pas une lutte de ouf, donc il peut même pas adapter sur autre chose. Donc ça devient très compliqué quand tu perds ta force principale. Bah, je suis d'accord. Et pourtant, au début, il s'est mis à striker, hein, puisqu'il a choisi de mettre la pression. C'est lui qui met la pression tout de suite, justement, en boxe, ce qui force Murzakanov à reculer. Il envoie un beau high kick, il travaille surtout avec ses kicks d'ailleurs. Il a, tu sais, justement, boxe à distance, toujours dans cette idée de pas venir trop au contact pour éviter de prendre une frappe. Et très rapidement, tu l'as dit, il est venu chercher un single leg. Qui lui a permis de coller à la cage. Bon, finalement, ça rompt le contact, puisqu'en plus Murzakanov lutte bien, tu vois, et on l'a vu par la suite quand il attaque le deuxième single leg, où il y a une défense. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas de vitesse d'exécution. On voit qu'en fait, tu sais, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas de vitesse d'exécution, mais Murzakanov s'installe bien en venant ceinturer au niveau des fesses, enfin, derrière, les jambes, par-dessus les fesses et par en dessous, voilà, pour venir saisir la jambe. Défense Sur typique, la tentative de single. Défense typique Voilà. de lutte. Typique lutte.
C'est ça. Pour ensuite arriver à enrouler justement Rakic, à le faire rouler avec lui, mais Murzakanov a réussi à rester au-dessus. Il a juste stopper sa rotation pour garder sa balance, garder son équilibre et arriver à stabiliser Rakic. Rakic qui réagit très vite, hein, qui attaque la jambe très vite, Murzakanov qui s'enfuit. Donc Rakic, on voit qu'il y a eu un travail quand même de fait au sol. Parce que tu vois, c'est des réflexes quand même qui sont intéressants, tu vois, de venir et d'attaquer la jambe directement dans cette posture-là, tu vois, bon, ça veut dire qu'il y a un début de travail. Mais par contre, il y a le début, mais il n'y a pas la fin. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la rétention de la jambe pour pouvoir continuer à conserver ce travail-là, tu vois. C'est Ouais. parti très vite du côté de Murzakanov. Là, il était très rapide par contre sur ce coup-là. Et puis, bah derrière, ça repart debout. Et c'est le début de la fin. Puisque Rakic s'empale littéralement sur le jab de Murzakanov. Il tombe. Ça Ouais. l'éteint complètement. Enfin, on sent qu'il se met en boule. Je sais pas s'il est Ouais, éteint, il en mais veut tu l'as plus. dit, il ne veut plus prendre les frappes. Donc voilà, il attend juste que le grand endpoint passe et que Parce qu'il l'arbitre l'arrête. il est pas éteint, hein. Il est clairement pas éteint et je pense il y a d'autres combattants qui auraient réagi justement, peut-être même lui, s'il en voulait plus, il aurait réagi en cherchant à revenir ou même juste se mettre sur le dos et mettre les jambes en opposition pour défendre la garde. Mais là, tu sens que non, il veut plus. Il attendait que l'arbitre arrête. Voilà, il attendait que ça. C'est ça. Il s'est mis en position fétale. Alors attention, nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Le jab de Murzakanov, il était très puissant. Ouais, c'est Le un fait qu'il soit rentré en job collision, crochet, hein. Job crochet, voilà, c'est ouais. ça. Et comme tu dis, en Donc fait, il descendait à ce moment-là pour sûrement reprendre un single leg, parce qu'il descend la main pour s'approcher de la hanche de Murzakanov, et c'est là qu'il se fait cueillir. Donc il y a grosse collision. oui, donc le knockdown, il est là. En fait, il y a knockdown, c'est-à-dire Bien que sûr. certes, il est sonné, là-dessus, il y a pas de souci. On va pas remettre ça en question, c'est-à-dire il est pas tombé sur rien non plus. Mais en tout cas, c'est plutôt dans la suite, c'est-à-dire dans le fait de la réaction après avoir pris ce knockdown. Est-ce qu'il revient à l'attaque? Est-ce qu'il essaie de plonger dans les jambes? Est-ce qu'il essaye au moins au moins d'essayer de revenir, ceinturer son adversaire, casser la distance, essayer de le coller pour éviter les frappes? Non, là, il s'est mis en position fétale. Ouais. Et Donc puis l'arbitre arrête il y a à aussi juste titre. il y a aussi l'après, tu vois, où on peut voir que c'est un peu comme ça que j'arrive à voir quand un mec il en veut plus. Parce qu'à la fin du combat, t'as subi une défaite par KO, t'es dégoûté, tu vois. Et bah Hmm. il est tout sourire. Il est tout sourire, il check son adversaire. Toi, t'as vraiment l'impression que victoire ou défaite, il s'en fout en fait. Ouais. Il déroule la fin de carrière. C'est ça, je pense qu'il Tu finit vois. son contrat et puis voilà. Bah ouais, on est d'accord, on est d'accord. Pourtant, Après, c'était un c'est espoir, hein. Julien, hein, je crois. C'est un espoir à Kitsch, hein. À Moi, l'époque, je le ouais. voyais vraiment comme un mec inquiétant dans cette catégorie. Il avait un sacré pied-point, un sacré physique. Il avait vraiment Mhm. des armes à faire valoir dans cette caté, surtout qu'à l'époque, quand Rakic commençait à monter, bah, la caté, elle était vide, hein. Pour le coup, elle était vraiment vide. Là, elle commence à se remplir un peu, mais il y avait un boulevard vraiment pour ce genre de combattant. Malheureusement, la blessure est passée par là. Et C'est comme ça. tu l'as dit, hein, il y a des blessures où tu reviens jamais en fait. Bah c'est ça, et puis au-delà de ça, je te dis, il y a Julien Casier qui disait que dans ces camps, ça se passait pas très bien, tu vois, en ce moment. Et si c'est pas la première fois en plus qu'il me le dit. Et pour le coup, bah si ça se passe pas bien, il l'a dit sur Mandal la dernière fois, et si ça se passe pas bien, bah ça veut dire que derrière, tu vois, si t'es pas prêt, si t'as pas fait une vraie prépa et que t'es pas à fond déjà dans ta prépa, tu peux pas être à fond dans ton combat. Donc derrière la finalité, elle est logique, et plus ça va et plus il descend dans le ranking, tu vois, il affronte des gens de plus en plus bas, mais pour l'instant, on n'a pas atteint le step où il peut reperformer. Tu vois, C'est c'est ça ça. le problème, c'est jusqu'où ça descend comme ça, tu Ouais. vois. Enfin, au bout d'un moment, ça descendra plus, il va se faire cutter et puis advienne que pourra. Est-ce qu'il ira ailleurs? Est-ce qu'il fera autre chose? Il fera pas du grappling en tout cas. Mais en tout cas, oui, c'est compliqué. Ouais. Quel âge il a, Rakic? Aucune idée. Parce il est jeune, je crois, hein, non? Bah, je dirais dans les 35 quand même. Je sais Attends, pas, Alexander c'est l'impression que Rakic, j'en ai. Parce que là, il il est de était. 92. Ah bah non, il est jeune. Il est plus jeune que moi. Bah, c'est ce que je te dis. Eh Ah, il oui, a 32. il a 32 ans. Ça fait un peu tôt pour une retraite, hein. Donc, mais bon, effectivement, ça fait un peu tôt, mais en même temps, quand tu veux plus, tu veux plus, hein. Quand tu peux plus, tu peux plus. Après, peut-être qu'il pourra
on va dire, dans d'autres organisations où le niveau sera plus bas. Mais en tout cas, pour l'UFC, ça devient compliqué. Ah, je suis d'accord. Bref, on verra ce qu'on nous dit pour la suite. On nous a posé la question sur Murzakanov, ce qu'on pensait de lui pour la suite aussi des opérations. Est-ce qu'on le voit, on le voit très haut dans cette caté des lourds légers. C'est trop tôt pour le dire. Ouais, je suis Pour d'accord. l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Même Murzakanov, je le connaissais pas jusqu'à ce combat, hein. Je vais pas te mentir, j'avais vu aucun de ses combats et sur ce combat-là, on peut pas en tirer énormément de choses non plus puisque l'opposition n'a pas été au niveau. Donc difficile à dire. Maintenant, je peux dire quand même que je suis pas forcément impressionné. En tout cas pour le Non, top de non, la non. KT. Non, parce que ça manquait de vitesse. Il a accepté la pression au début du combat. Dans ses défenses de lutte, c'était propre, c'est ce qu'il fallait faire, mais c'était lent. Son temps d'installation, tu sais, d'installation de sa défense, c'était un peu lent. Et puis, certes, je pense qu'il a beaucoup de puissance dans les points, donc ça peut l'emmener, ça peut le faire monter. Mais après, il Ouais, faut voir après sur le mais comme tout le déficit monde, technique, quoi. tu vois, Faut voir face à qui, tu vois. C'est ça le truc. surtout dans cette KT, tout le monde a de la puissance dans les points. On est sur des Ouais, mecs qui, le jour du fight, font 100 kilos, donc c'est limite des poids lourds, hein. c'est vrai, c'est vrai. Bref, on enchaîne. Ouais. On enchaîne avec un combat qu'on attendait beaucoup parce que on avait des attentes sur ce combat et puis ces attentes elles se sont effondrées avec le combat Alexander Volkov contre Gelton Almeida. Et on peut dire la rencontre du MMA contre la rencontre du jiu-jitsu brésilien, mais pas dans le sens qu'on l'entend. C'est-à-dire, c'est pas genre un mec du JJB qui va nous faire du MMA, non, un mec du MMA qui va nous faire du JJB. Ouais. Ça a été très compliqué la gestion de combat de d'Almeida. Bah, Il ne fait pas de MMA. Là pour le coup, sur ce combat-là, il n'a pas fait de MMA. ça a été incompréhensible même. Honnêtement, mais j'ai même envie de te dire, même niveau JJB, parce qu'il y a pas. Bon après là, il y avait des très bonnes réactions de Volkov qui l'empêchent de construire. Mais on se retrouve avec 3 rounds sans quasi une tentative de soumission. Tu vois, même pas un début. De son côté, parce De qu'il y son a une côté, tentative oui, de bien sûr. soumission du côté de Volkov. Ouais, non, de Donc oui, son je suis d'accord côté. avec toi. Et pourtant, ça commence comme Euh, d'habitude. Ça commence comme d'habitude avec un Almeida qui amène le combat au sol très tôt, dans les 10 premières secondes, il fait mhm, chuter. c'est Et ça. alors, quand tu vois ça, parce qu'on sait que Volkov, c'est quand même pas un clown, tu vois, c'est pas le mec que tu jettes au sol facilement comme ça. Quand tu le vois chuter dans les 10 premières secondes, tu te dis, bon, moi, dès le début, je me dis, il va lui passer la garde, il va le soumettre très rapidement. C'est parti Mhm. comme ça dans ma tête. Et puis très tôt, tu vois que qu'il y a rien en fait. Volkov, il a les bonnes réactions, il recompose bien à chaque fois. Surtout, il a ce truc typique des mecs qui ont des très longs bras. À l'époque, c'est Michel qui le faisait aussi, ce qui te met les menottes en fait. Alors, il contrôle tes poignets et il les lâche jamais, ce qui fait que tu peux pas développer de frappe, tu peux pas progresser sur lui, même en mode JJB. C'est très chiant à gérer ce truc. Bah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et puis en plus de ça, il faut passer l'écart des jambes quand t'as des mecs qui sont très longs comme les Volkov. Et puis longs et puis en plus puissants parce que tu vois la taille de ses cuisses. Franchement, il est de plus en plus massif. J'ai l'impression Volkov Mm. au fur et à mesure du temps. Et tu sens qu'il a fait un vrai camp avec des vrais jiu-jitseros pour préparer le combat contre Almeida. Almeida, tu sais, faut pas oublier qu'il vient de la boxe anglaise à la base. Tu sais, souvent on l'oublie. Et en fait, là, tu vois qu'il a développé zéro frappe. Il a toujours plongé dans les jambes dès le début. Alors, il a une Il a mis qualité de une lutteur frappe. qui est indéniable, Il a mis une hein. frappe, il a mis une bonne frappe significative début du deuxième round. C'est où il feinte Oui, c'est ça. il Pour feinte la descente surprendre, dans les c'est jambes, ça. il remet la Ouais. frappe et plutôt que de refrapper, il repart direct dans les jambes. Ouais, je suis d'accord. C'était juste histoire de camoufler et de dire bon, je vais pas plonger tout de suite, quoi. Mais en tout cas, pour le coup, Volkov, il a fait un excellent travail. Et ce travail, pardon, ça a été dur, ce matin de se lever, de faire de la bagarre et d'être là pour vous parler ce soir. Ça fait des longs week-ends quand même. Euh, c'est surtout dans le round 1 où on a vu la qualité de son sol à Volkov. Parce que tu t'as parlé du contrôle du poignet, effectivement, avec le poignet bien collé à la hanche d'Almeida pour l'empêcher de passer la garde et l'empêcher de frapper. Mais en plus, lui, il s'est permis de générer de la frappe
bien qu'il soit en dessous. Ça, on en reparlera encore, tu sais, sur le co-main, mais d'en dessous, il a généré beaucoup plus de frappes, notamment avec ses coudes. Mais surtout, ce que j'ai aimé, et alors là c'est un petit kiff pour moi, c'est son renversement avec le lockdown. Mm. Donc qu'est-ce que le lockdown? C'est quand on vient dans la demi-garde venir enrouler la jambe par au-dessus, en dessous notre jambe et notre deuxième jambe vient crocheter la cheville. Donc on met vraiment en fait un lock, vraiment on verrouille complètement la jambe de l'adversaire pour l'empêcher de l'adversaire de la sortir et de passer la garde, mais c'est surtout que ça donne un levier qui est très fort pour venir renverser et repasser au-dessus de l'adversaire. Ce qu'a très bien fait Volkov. Derrière, il s'est retrouvé au-dessus, et derrière, il a très très bien réagi, parce que t'as Almeida qui a voulu tout de suite passer en demi-garde profonde, et c'est là où tu te dis, en fait, il fait du jiu-jitsu brésilien, la demi-garde profonde en MMA, c'est une bêtise sans nom, surtout avec un mec aussi longiligne et lourd que Volkov, parce que tu sais que tu vas pas réussir à le renverser. Volkov s'est très bien installé, et en plus, comme tu t'es en demi-garde profonde, bah, en fait, tu te retrouves sous ton adversaire qui ne peut que t'envoyer des frappes. Alors, la deuxième, quand il est reparti sur le deuxième balancier, sur la demi-garde profonde, il est reparti, passé entre les jambes. passé derrière entre les jambes. Ouais. Donc ça, c'était plutôt mieux, mais ça a été très bien suivi par Volkov, qui restait complètement stable à chaque fois. Mais en fait, Almeida, il a tenté. cette position, tu peux pas te permettre d'être en attente. Soit elle passe tout de suite, c'est-à-dire que tu rentres en demi-garde profonde et dans la foulée tu renverses, mais tu peux pas te permettre de t'installer dans ta demi-garde profonde et attendre de jouer avec tes hanches, etc. S'il a fait tomber 2-3 coups de coude, il a vite compris que c'était mort. Et ça, c'est un piège dans lequel il tombe souvent Almeida, c'est d'être en attente. Il l'avait fait contre Blade, c'est là qu'il prend son KO d'ailleurs sur les coups de coude, où il est en attente de se dire je vais l'arracher, mais en fait tu peux pas, c'est pas possible, c'est tout de suite. Non, c'est vrai. Mais c'est surtout que la demi-garde profonde, en fait, le problème, c'est que la mobilité, elle est pas toujours bonne. C'est-à-dire que quand tu t'enfermes quand tu pars dans la demi-garde profonde et que tu t'enfermes dans ta demi-garde profonde, des fois, le fait de revenir, si ton adversaire, il s'est bien installé, eh ben, c'est compliqué de sortir de ta propre demi-garde profonde. Alors, quand t'es en jiu-jitsu, c'est pas très grave. Quand t'es en MMA, ça peut être très dommageable. Donc, il faut éviter ça. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est que Almeida est parti en dogfight, bras sous l'aisselle, il a essayé de remonter sur l'adversaire. Et au final, Volkov a très bien géré aussi ce dogfight. Tu vois, il a très bien su comment faire pour l'enlever, pousser très fort la tête, mettre l'overhook, venir rejoindre en fait, il pousse la tête avec un bras, il enroule le bras avec son dos de bras libre pour venir rejoindre son poignet, pour générer énormément de force, pour planter Almeida dans le sol. Ce qui fait que derrière, en fait, il est complètement bloqué, et en fait, il est parti. C'est là où il est reparti sur la deuxième demi-garde profonde, où il a réussi à passer derrière, parce qu'il était, en fait, le fait d'être remonté en dogfight, ça a remonté Volkov, ce qui fait que derrière, il a très bien pu rentrer beaucoup plus fortement. En plus, avec la hauteur, ça a généré plus d'inertie pour rentrer dans la demi-garde profonde. Mais en tout cas, rien qui n'ait pu ébranler Volkov à partir du moment où il est passé au-dessus. Et ben derrière, en dessous, Almeida, il était pas bon. Et ça, on l'a déjà vu. Hein. Almeida en dessous, il est pas super bon. Il est bien meilleur quand il est au-dessus, en top position. Quand il passe en dessous, ça devient compliqué. Ouais. On sent que là, le fait qu'il vienne de la catégorie du dessous, ça le dessert en termes de puissance pour pouvoir revenir et remonter sur ses adversaires. Ouais, clairement. Clairement, bah de toute façon, c'est simple. Hein, sur 5 minutes, il y a quasiment, il passe quasiment 2 minutes et demie au-dessus, Almeida, et Volkov 2 minutes et demie au-dessus. Tu vois, donc on est en termes de temps de contrôle, on est quasi similaire, à la différence que Volkov lui met des frappes là où Almeida met 0 frappe. Ben je suis d'accord. Et d'ailleurs, bon bah ce round, on peut le donner à Volkov aisément, hein, ne serait-ce que pour le temps de contrôle et pour les frappes. Ensuite, dans le deuxième round, bah t'en as parlé, l'overhand qui permet de camoufler la suite, hein, le fait de rentrer, de venir en fait feinter avec l'overhand pour ensuite rentrer dans les jambes. Tu vois, c'est vraiment ça. Il reprend le single leg, il fait chuter Volkov. Et derrière Volkov, il est très très bien encore une fois à saisir le poignet. En fait, on se retrouve dans la même configuration, sauf que cette fois-ci, c'est Volkov qui va à un moment essayer de rentrer en demi-garde profonde avec Almeida qui va sauter par-dessus, qui va réussir à passer et arriver en cette position sur le coup, qui va arriver qui va passer la garde. Volkov qui réagit très bien, qui se met en turtle, donc qui se met à quatre pattes, qui se met en boule, et encore une fois, là, c'est un truc que j'avais déjà remarqué chez Almeida,
il a du mal à prendre le dos dans cette posture. Ouais. Tu sais, à rentrer ses deux crochets. Ouais, bah il en met Il, qu'un. il, Il en met qu'un, il il se arrive pas à mettre le positionne pas bien. deuxième. C'est ça. Mais parce qu'il se positionne pas bien en fait. Il reste trop au-dessus de son adversaire. Donc le truc c'est qu'il a pas de levier pour tracter son adversaire. Normalement, si tu rentres un premier crochet, soit tu roules avec lui, soit tu crochettes l'autre jambe. Enfin, tu crochettes les jambes pour essayer de l'aspirer à toi, tu vois, en mettant une belle seat belt. Mais le problème c'est que moi, ce que je me suis dit, c'est quand t'es dans cette posture, t'as mis un crochet, le mec il est en tortel. Pourquoi tu le tartines pas de grand and pound en fait quand t'es C'est au-dessus comme ça? logique. C'est logique. C'est logique, surtout qu'on l'a déjà vu mettre du Grand Pan d'Almeida et on sait qu'il peut être violent dans ces phases-là. Donc ça semblait logique de frapper, mais non, zéro frappe. Zéro frappe, ce qui permet à Volkov, franchement, il gère quand même les défenses, hein. Ouais. Il gère vraiment bien les défenses. Et puis il parvient à recomposer. Bah, il parvient à recomposer parce que Almeida il essaye d'attaquer quand même le coup. En fait, au lieu de frapper, il cherche la soumission. C'est le mauvais choix en fait. Tu sais, on parlait dans l'analyse de Gann, tu sais, des mauvais choix au sol. Et ben là pour le coup, c'est Almeida qui a fait des mauvais choix au sol. Et Volkov s'est remis sur le dos. Almeida qui en a profité pour d'un mouvement de hanche pour passer la position montée. Mais encore une fois, Volkov qui réagit très bien, Tout de qui suite. pousse sur les hanches, qui check ses jambes pour revenir justement reprendre une garde fermée. Là, Godard, il en a marre, il voit qu'il se passe pas assez de choses, il relève. Godard a été très prolixe pour relever les combattants sur cette UFC. Franchement, je sais pas si c'est des nouvelles, enfin, tu vois, c'est des nouvelles consignes aux arbitres, mais en tout cas, il a beaucoup fait relever sur les phases de sol, que ça soit là ou que ça soit aussi avec le Common Event où il a fait relever. Mais en tout cas, Almeida, lui, bon bah tu le relèves, il fait quoi? Il replonge dans tes jambes. Et c'est là où Volkov il a attaqué la Kimura de la demi-garde. Kimura qui était plutôt pas mal, parce que il aurait pu insister dessus. Hmm. Tu sais, tu l'as dit toi-même, le bras il va sortir. Quand on le regardait Ouais, ouais. ensemble, tu t'as dit le bras il va T'as sortir, il peut l'impression que l'attaquer. t'as l'impression que le bras il va sortir. Maintenant, je pense quand même qu'il est ultra puissant, Almeida, en revoyant le combat. Je sais pas s'il aurait pu arracher le bras. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il y avait un réel danger. Almeida l'a senti. Et en fait, il est obligé de bloquer. Il peut pas se permettre de bouger dans cette position. S'il bouge, il se fait arracher le bras. Donc il doit tout figer. Ouais, il doit tout figer. Après, comme je t'ai dit, il y a une erreur défensive d'Almeida quand même sur cette Kimura. C'est que si Volkov il avait un peu plus de mobilité de hanche, je pense qu'il pouvait faire sortir le bras. Tu vois, c'est juste la mobilité de hanche où il a compté que sur la force de ses bras. Il a pas utilisé l'ensemble de son corps pour faire sortir la Kimura, parce que quand même on était, le bras, tu vois, il était pas complètement rentré d'Almeida. Tu vois, il était vraiment niveau poignet, Hum. ça pouvait sortir très rapidement. Tu sais, ça me rappelle une compétition que tu avais fait au Naga il y a des années où tu avais fini par arracher sur un coup sec. Tu sais, en tournant tes hanches, ton Oui, adversaire et tu lui avais mis la kimura. Tu te souviens de celle-là? Il aurait très bien pu le faire aussi. La défense, la meilleure défense quand on se retrouve dans cette posture, c'est au contraire de venir avec son épaule écrasée sous l'aisselle de l'adversaire. En fait, quand tu viens pousser avec ton épaule sous l'aisselle, ça permet en fait de relever les bras de ton adversaire et d'ouvrir sa ligne d'épaule, ce qui fait qu'il a beaucoup moins de force. En fait, tu peux développer de la force quand tes épaules, elles sont basses. Tu vois que ton coude, il est fermé. Là, tu peux développer de la force. À partir du moment où on te lève les épaules, en fait, ta mobilité n'est plus bonne et donc tu peux plus sortir le bras. Et c'est là où, tu vois, plus le temps passe, plus il y a des combats comme ça, et plus Jelton Almeida, je me dis qu'il est très bon au sol, mais pas suffisamment. Enfin, tu vois, il y a plein de manques de technique sur Almeida. C'est bien dans l'ensemble, pour des gens qui maîtrisent pas le sol, mais tu vois, je suis sûr que tu le mets sur une compétition de grappling, je suis pas sûr qu'il performe, tu vois, demain. ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'on commence à voir ses limites. Et moi, j'étais très hypé par Almeida. Je sais que toi aussi. Et je commence à me dire que malheureusement, ça n'ira pas plus loin. Tu vois, on est Il a touché son plafond. exactement, exactement. Et on est très loin du top niveau sol, comme on a pu le voir chez les lourds avec des mecs comme Verdum ou autres. Tu vois, on est à des années-lumière, hein. C'est juste qu'il brille par son sol parce que la KT lourd, bah, il y a vraiment zéro sol en fait. Et en plus Ben, de je suis ça, il d'accord. est ultra athlétique, donc ça lui donne un avantage de mobilité, etc. Mais sur le top niveau, en tout cas sur les top poids lourds, il n'arrivera pas à imposer son jeu au sol.
Et moi, pour le coup, je te jure que dans ce combat-là, je le redis, celui qui a eu le limite le plus beau sol, c'est Volkov. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Parce que, parce que même dans le round 3, donc déjà, bon, alors Almeida c'est un très bon lutteur, mais il s'est fait contrer dans ce round 3, puisque t'as Almeida qui attaque le single leg, et puis je sais pas comment, j'ai pas revu le combat, mais comment il a fait Alors, Volkov pour il reprendre le le fait, single leg. il le fait tomber sur le single leg, mais tu sais, Ouais, il atterrit sur les fesses, Volkov. Il atterrit pas à genoux. Et il se retrouve ouais. limite en shin to shin, en tenant la jambe d'Almeida. Donc, il se relève de cette position. D'accord, ok. Ouais, parce que c'est vrai que là, pour le coup, en live, je me souviens, j'avais pas fait gaffe, tu sais, je regardais ailleurs à ce moment-là. Mais donc, il le prend, il l'envoie, il lui envoie le clinch mouet avec les genoux, ok. Finalement, Almeida, il en profite pour le ramener au sol, mais c'est surtout là que ça m'intéresse. Pourquoi je parle du fait que Volkov, il a fait un meilleur sol que celui d'Almeida. C'est que Volkov nous a gratifié d'une K-guard. Ouais. C'est-à-dire il y a Almeida qui est dans sa garde, qui ne produit pas de frappe, qui essaie de se relever d'ailleurs, mais qui produit toujours pas de frappe. Et t'as Volkov qui rentre son genou à l'intérieur, qui vient saisir la jambe d'Almeida, qui rentre son genou à l'intérieur et qui commence à s'installer sur. Alors une K-guard en fait c'est parce que vos jambes font un K en fait quand on vient rentrer le genou à l'intérieur des jambes. Et donc pour le coup on le voit directement attaquer ça. Et puis finalement de là il va attaquer un triangle. Le triangle bien sûr, sera bien géré, mais celui qui a tenté le plus de jujitsu pur, finalement, c'est Volkov. C'est Volkov. Bon retour en turtle sur le passage de garde d'Almeida. Donc Volkov qui se met en turtle, Almeida qui va tout de suite passer derrière, hein, qui réussit à passer la garde et à prendre le dos cette fois-ci, avec les deux crochets, cette fois-ci. Mais pareil, Volkov qui gère très bien, Ça. qui sort ses hanches, et Almeida revient au-dessus, il revient dans la demi-garde, mais encore une fois, les frappes, elles sont C'est lui qui 100% prend les côté frappes. Volkov. C'est lui qui prend les coudes. C'est lui qui prend les frappes. T'as oublié de parler d'une séquence aussi, justement, quand il se relève au début du round avec le single. Je pense que c'est une des Mhm. séquences qui lui donne le combat, hein, qui lui donne ce round. C'est la séquence de clinch à la cage, où il Non, je vient l'ai prendre dit, le le clinch. clinch mouet, Ah ouais, et ouais. parce que j'ai pas, il envoie des bons genoux, franchement, et, Mhm. tu sens que ça fait mal. Tu sens que ça fait mal. Alors, c'est vrai qu'Almeida, il est ultra explosif, hein. Il explose sur le double juste derrière, mais cette séquence, elle est marquante. Je pense que limite, c'est sur cette séquence qu'il prend le round. Parce que Mais je suis d'accord. après, même si il y a des frappes quand il est sur le dos et que c'est lui qui met toutes les frappes, le Mhm. fait qu'il y ait quand même beaucoup de temps de contrôle et la prise de dos d'Almeida, même s'il en fait rien, je pense que ça aurait pu aller de son côté s'il n'y avait pas eu cette séquence de clinch. Bah, ouais, si tu réagis encore façon Non, non, 2024. je ne parle pas de ma vie de mon scoring à moi. Je parle du Je scoring parle pas de des toi, juges. des juges. Des juges qui n'ont pas encore fait l'update du fait que ce sont les dégâts qui priment par rapport au contrôle. Et d'ailleurs, on va le voir hein, beaucoup dans ce fight-là, hein. Enfin dans cet événement-là, encore une fois. Pour le coup, les dégâts, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour dire oui, est-ce que Almeida s'est fait voler? Non, il s'est pas fait voler. Non. Il y a eu un 29-28 x 2 pour Volkov et un 29-28 x 2 pour Almeida. Pourquoi j'ai mis deux fois? Il y a un 29-28 pour Almeida et 29-28 x 2 pour Volkov. Le juge qui a vu Almeida, de toute façon, gagnant, parce que c'est une décision partagée, je le comprends pas. Enfin, honnêtement, effectivement, il y a deux rounds pour Volkov sûr et certain. Bah, le juge qui a vu Almeida, je suppose qu'il lui a donné le round 3. Moi, j'ai le 1 et le 3 pour Oui. Volkov et le 2 pour Almeida. Hmm. Hmm. Eh oui, alors que ça peut pas être le cas. L'ensemble des dégâts sont pour Volkov. Le temps de contrôle, les takedowns ne comptent plus. Et on l'a dit la dernière fois dans l'actu avec Daniel Cormier qui parlait de revoir le scoring des takedowns. Mais ça ne compte plus. Ça ne compte pas tout de suite, en tout cas. Le temps de contrôle, c'est vraiment la dernière des choses à mettre en place. Pour le coup, c'est les dégâts. À partir du moment où il y en a un qui frappe, qui crée du dégât, notamment avec la série de clinch mouet avec les genoux, et même si tu viens et que tu frappes pas d'en dessous et que t'envoies des coups de coude et des coups de poing marteau,
eh ben les dégâts ils sont à ton effet. Maintenant on a posé la question dans le live, on nous a posé la question, mais ça veut dire que le grappling effectif ne compte pas. Si, à partir du moment où Des tu tentes des tentatives de soumissions. soumission. C'est-à-dire que prendre le dos, c'est pas une soumission. Si tu commences à attaquer le coup, si tu commences à venir tenter quelques soumissions, comme la Kimura par exemple de Volkov, alors qui n'aurait pas compté non plus parce que elle est prise, mais il n'y a pas de recherche de finalisation. C'est pas comme s'il avait au moins réussi à sortir le bras, tu vois. Mais en tout cas, juste une prise de position ne peut pas te gratifier d'un chemin pour la victoire. C'est un chemin de contrôle, point, c'est tout. Ouais. Et Alors surtout si tu après, n'arrives si, pas à faire évoluer ta position, quoi. tu vois, si comme dans le round 2, bah, d'un côté comme de l'autre, il y a quasiment pas eu de frappe. Là, on va prendre le temps de contrôle et c'est logique que Almeida prenne le round 2. C'est ça. C'est ça. Mais pour le coup, pour les autres rounds, à partir du moment où il y a des frappes, parce que ça reste, tu sais, moi, je suis toi et moi, on est des gens du sol, donc on déplore que des fois le sol ne soit pas assez valorisé dans le MMA, mais ça reste un sport avec des frappes, même au sol. C'est-à-dire que quand tu fais du sol MMA, moi quand je prépare un mec pour du MMA, bah on met des mitaines et puis on s'envoie des parpaings en même temps qu'on tente d'avoir des positions fortes et des soumissions. Et c'est logique. Et ton MMA et ton sol, il est un peu C'est différent différent. du sol du jiu-jitsu brésilien. Et même beaucoup différent du sol du jiu-jitsu brésilien. Les approches sont pas les mêmes, les angles sont pas les mêmes, la variété technique n'est pas la même. Donc c'est important, tu vois, de faire un sol MMA. Et en fait, il faut juste l'accepter. Et aujourd'hui, dans ce combat-là, celui qui a fait un sol MMA, c'est Volkov. Ouais, clairement. C'est pas Almeida. Et donc, sa victoire, elle est totalement justifiée. Pour le coup. Ouais. Donc bon. En tout cas, est-ce que derrière, ça a permis à Volkov de briller suffisamment pour prétendre à être le futur prétendant au titre? Je sais Non. pas. Je suis pas sûr. Alors après, faut pas sous-estimer Almeida, hein. Attention, hein, parce que c'est pas parce que là il a perdu que ça reste pas un bourbier et que si Volkov avait pas préparé comme il se doit ce combat-là, tu vois, Non, il se mais serait sûrement fait soumettre. après sur ça, je suis d'accord, hein. Je pense que Almeida, c'est le genre de mec qui te pourrit un combat. Et que Hmm. même les mecs très forts peuvent paraître, quand ils sortent de leur combat, ils vont se dire ils ont fait un combat de merde. Mais en fait, ils ont pas le choix. Tu vois, c'est lui qui rend ce Ah combat comme oui. ça à shooter à répétition. C'est qu'il a quand même un gros cardio parce qu'il peut le faire à tous les rounds, te mettre beaucoup de pression. Donc oui, le combat il est pas brillant. Maintenant, il est sorti de ce bourbier quand même. Il est sorti de ce bourbier. Alors oui, il a pas brillé. C'est vrai qu'il a pas brillé aux yeux des fans, même aux yeux de Dana, hein. Ça a pas brillé, mais bon, il revient sur une victoire, Volkov. Dans la vallée de Dana. Non, c'est la tribu de Dana. Attribut, ouais. Non, je suis d'accord. Bon, après, le problème de Volkov, c'est que ça fait 2 combats où il brille pas, quoi. Contre Gann et contre Almeida. Ça, c'est le gros problème pour lui, quoi. Ah, il brille pas, il a fait un beau combat contre Gann. Bah, il a fait un beau combat. Il a fait quelques coups d'éclat, mais c'est pas un combat extraordinaire non plus. Hein. Tu sais, on est ressorti de ce combat-là. On était tous un peu aussi sur notre faim, tu vois. Par exemple, au sol, il y avait 0 dégâts. Il a fait plus de dégâts contre Almeida que contre Gann au sol, par exemple, sur le Grand Pound. Ah ouais. Bah, peut-être justement qu'il l'a pris en compte sur ce combat-là. Tu vois, le fait d'être plus actif pour mieux scorer les rounds. Ouais. En tout cas, c'est pas suffisant à mon avis pour rentrer dans les petits papiers de l'UFC, pour le coup. Et Jelton Almeida, bah c'est le problème, c'est que je pense qu'il est capable encore une fois de soumettre n'importe qui dans cette catégorie et que il descendra pas bien bas. Il restera toujours dans ce ventre mou de l'UFC où t'es aux portes de tu sais de l'élite de la KT, mais tu peux pas descendre plus bas. Ouais. Moi, je pense quand même que c'est dommage de pas le voir tester une descente à 93 kilos. Oui, bah Parce que retour à 93 kilos. Ouais. parce qu'il y a quand même un déficit de puissance contre les gros poids lourds et surtout à partir du moment où il affronte le top, donc le top qui sont quand même assez complets ou en tout cas qui ont les bonnes réactions, ça va devenir de plus en plus dur et le poids va se faire de plus en plus sentir. Alors que Ouais. 93 kilos, quand tu regardes bien en termes de sol pur, bah on est quasiment pareil que les lourds, hein. Il n'y a pas un gros niveau en sol pur chez les 93 kilos, hein. Oui, non, pas du tout même.
Donc il pourrait Pas du briller tout. chez les Ouais, il y a une carte à 93. jouer, hein. Ouais. Bien sûr. Il y a une grosse carte à jouer. Maintenant, pour répondre à ceux qui nous ont posé, est-ce qu'il se ferait pas cutter après ce combat-là? Non, je pense pas, parce que force est de constater qu'il soumet presque tout le monde au premier round ou au deuxième round. Je pense qu'ils vont le remettre en prélim parce que c'est un combattant qu'ils ont beaucoup mis en prélim. Mais par contre, je pense pas qu'il se fera cutter. Non, Il y a ouais. pas de raison en tout cas. Et puis ça reste un bon test. Tu vois, quand tu veux faire monter un mec pour le tester, ça reste un bon test quand même, Almeida. Ouais, puis c'est un profil différent, hein. Mm. Ça reste un profil différent aussi. Bref, on enchaîne avec Omar Nurmagomedov contre Mario Bautista. Donc un combat aussi qu'on attendait énormément. Et on n'a alors pas été déçu sur le fight. C'est paradoxal parce que pas été déçu sur le fight, mais à la fois ce combat-là ne nous a pas Ultra comment convaincu dire sur le convaincu pour la suite. Ouais, pour la suite des deux. Et quand on parle de c'est suite, on ça, parle de niveau champion en fait. Parce que c'était quasi une c'est demi-finale. ça. Bah, c'était une demi-finale en vrai. C'était une demi-finale. Et pour le coup, bah, enfin, la seule chose qu'on s'est dit tous les deux quand on regardait le combat, c'est que Merab les prend tous les deux. C'est même toi qui m'as dit ça. Des Merab, il les prend tous les deux dans la même soirée. Ouais, parce que Merab, on voit d'énormes progressions. Franchement, il est de plus en plus fort. Là où, bah, ça reste très solide en face. Hein. Le match sera toujours intéressant à regarder. Mais tu sens pas de réel changement. Après Oumar, ce que j'aime bien là, c'est que là en ce moment il fait beaucoup de sorties médiatiques où il essaie de se détacher justement de l'ombre de Khabib. Tu sais sur le fait que c'est déjà énormément de pression d'être son cousin, de porter le même nom, c'est encore pire. Et puis que bah en fait Khabib était Khabib parce que justement il ne ratait jamais un entraînement, que s'il avait raté un entraînement il Ah, pouvait j'ai vu. sortir à minuit pour aller courir, tu vois, alors que lui bah il va le faire parce que son cousin le faisait, mais qu'il a pas envie, tu vois, c'est pas la même chose, il a pas les mêmes attentes, il n'a pas les mêmes aspirations, il ne vit pas MMA, il aime ça, mais c'est pas pareil, tu vois. En fait, s'il portait pas ce nom-là, bah peut-être qu'ils auraient pas autant travaillé, il en serait peut-être pas à ce niveau-là. Alors ça l'a aidé, mais en tout cas tu sens que ça commence à peser, tu sais, avec les années, et Je plus il pense que monte, ça leur pèse, bien sûr. plus ça pèse. Bien Ouais. sûr que ça leur pèse. Et puis, comme il le dit très bien, justement, dans ce morceau d'interview, il dit, en gros, il dit, Khabib, il y en a qu'un. Tu vois, il avait non seulement cette volonté, mais il avait aussi ce don. Il avait une force hors du commun. Il avait ses qualités athlétiques que tous les mecs de sa team n'ont pas forcément. Oui. Et ouais. Pardon. Excusez-moi, je baille beaucoup dans cet épisode, mais c'est la fatigue, elle est là, hein. Donc oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et on a vu, donc c'est toujours une censure, hein. C'est toujours un mec très très fort. Il est très rapide. Il a une belle boxe. Là-dessus, on l'a vu. Il a eu du répondant avec Bautista, De- que ça soit en boxe ou au sol, pour le coup. Alors, il y en avait un qui était plus offensif et l'autre plus défensif, on va dire. Omar était plus offensif et Bautista était plus défensif, mais c'est normal parce que bah, il y a pas eu de choix. Hein. C'est parce qu'il a mis aussi les choses en place, Omar, il était en pour réaction. forcer Mario Bautista à réagir. Mais on a failli, enfin c'est vraiment le mental et la souplesse légendaire des Dagestanais qui nous a privé d'une fin premier round. Parce que t'as Oumar Ah, Nurmagomedov qui magnifique. saisit le premier kick de Bautista pour le ceinturer, le faucher et venir dans son dos. Bautista qui se relève. Oumar qui est toujours accroché dans son dos. Oumar qui l'arrache, qui le plante dans le sol complètement. Mais Bautista qui contre-attaque immédiatement en s'attaquant à lui avec une énorme kimura de cheville où on l'aurait tapé, nous, on va Ah pas se mentir. bah mille fois. Mais moi, ce que j'ai aimé surtout, au-delà de la kimura de cheville, parce que la kimura de cheville sur le papier, quand tu sais la faire, c'est pas une des techniques les plus compliquées à mettre en place. C'est ce qui l'a amené. Ça veut dire que quand il se fait arracher, et ça, on en avait parlé, je sais plus dans quel combat, dans un précédent UFC, il se fait arracher, il crochette la jambe. C'est une défense de lutte aussi. Mm. Tu vois, il vient enrouler la jambe pendant l'arrachage justement, ce qui fait qu'à l'atterrissage, il se retrouve avec la jambe de Oumar à portée de main. Parce que C'est ça. s'il n'utilisait pas ce crochet, il serait fait planter, Oumar serait déjà en latéral et c'était fini.
Là, le fait d'avoir Oui. crocheté, à l'atterrissage, il a la jambe d'Oumar entre ses jambes à lui, ce qui lui permet d'attaquer cette Kimura qui est plus que verrouillée, hein. Elle est ultra bien engagée. Je sais même pas comment il fait pour. Alors, on savait, hein, on s'est dit dès le début, il tapera pas sur ça. Ça, c'est une Non. certitude. Il peut se faire briser la cheville en 10 morceaux. Jamais de la vie, il va taper sur ça. Vous verrez Ce qui est sûrement le jamais cas d'ailleurs parce qu'il boite. à la fin, il boite, hein. Ouais. Bien sûr. Non, mais là, c'est une certitude. Comme tu m'as dit, non, mais s'il tape sur ça, de toute façon, il se fait virer de l'équipe. Ouais, mais ça, c'est, ben, t'imagines, rien que ça, mentalement, la pression qu'il doit, je pense qu'il y pense même pas à taper. Non, non, il y pense pas et surtout, en plus, sa réaction, elle est très bonne. Tu sais, on voit par contre qu'il sait exactement ce qui est en implication pour faire en sorte que cette Kimura fonctionne. Puisqu'il roule avec Bautista et surtout il donne tout pour sortir sa jambe de l'étreinte des jambes de Bautista. La jambe qui n'est pas attaquée par la Kimura de cheville, ce qui fait que derrière il arrive en position latérale. Il y a toujours la Kimura de cheville, mais il est beaucoup mieux installé pour la défendre, en tout cas pour moins subir la tension sur cette Kimura. Ce qui lui permet en plus d'accéder tout de suite à la position latérale et franchement c'est plutôt intéressant. Mais Bautista tout de suite on voit sa qualité au sol, qui recompose très rapidement les positions, que ça soit en demi-garde ou en garde complète. Mais Oumar lui met, franchement, une débauche d'énergie. Enfin, franchement, sur les frappes, sur le grand endpoint, tu vois, il lui met un maximum de frappes. Alors même si c'est très bien géré par Bautista, qui sait très bien comment jouer avec ses hanches pour faire en sorte, tu sais, de minimiser l'impact des frappes et surtout de pouvoir les esquiver. Mais en soi, c'est quand même une débauche d'énergie de dingue de la part de Oumar qui a cherché à mettre un rythme de fou de la première à la dernière seconde, forçant Bautista à réagir à chaque fois. En plus, il arrivait souvent à passer la garde, à Ouais. prendre le dos. Tu vois, et on sait, en plus, c'est ça. Oumar, c'est vraiment quelqu'un qui prend le dos très très bien et qui le garde très très bien, notamment avec son triangle de corps. Et si vous faites attention, ça on en a parlé toi et moi, mais le triangle de corps, il met pas sa jambe quand il referme le À triangle à l'extérieur. l'extérieur, il le met à l'intérieur, il la Ouais. met à l'intérieur. Et ça, c'est un truc que j'ai capté il y a pas si longtemps que ça, ça fait pas si longtemps que ça qu'on comprend que c'est plus sain de mettre le triangle et de mettre la jambe à l'intérieur que de la mettre à l'extérieur. Avant, on avait peur de la tension, tu Hum. sais, d'une compression éventuelle, ou alors d'un manque de contrôle, mais finalement, ton contrôle, il est beaucoup plus fort il est plus fort. Tu vas moins mettre de tension sur le corps, ça va moins fermer fort au niveau du corps et couper la respiration, enfin couper l'énergie de ton adversaire. Par contre, en termes de rétention, c'est beaucoup mieux d'avoir Ouais. la jambe à l'intérieur. Ouais, bah ça s'est vu, hein. Ça s'est vu, hein. Je pense qu'il a fait un travail aussi sur ça parce qu'il avait pris le dos à Merab. Mhm. Il avait pas réussi à le conserver longtemps. Donc je pense qu'il y avait eu quand même des réglages à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'il lui prend le dos là dans le premier round, il le perd plus. Il perd plus le dos. Il perd plus le dos. Par Ouais, bien contre, que tu sens quand même que niveau défensif, et ça je me rappelle qu'on s'était dit la même chose, Oumar il est au-dessus, mais pas suffisamment au-dessus pour finir le combat. c'est ça. Exactement, parce que les réactions de Bautista, elles sont très bonnes. Il se met en tipi, il essaie de basculer son adversaire. Enfin, tu vois, il y a vraiment, pour le coup, il sort bien ses hanches à chaque fois. Il arrive bien à revenir en face. Enfin, tu vois, il a un excellent jeu au sol, Bautista. Franchement, très impressionnant sa défense parce qu'il avait toutes les clés de lecture pour pouvoir ne pas taper et pour voir savoir en fait quelles sont les choses à mettre en place pour sortir systématiquement de tout ce que proposait Oumar. Ouais. Et il est pas passé loin, encore une fois. Et en fait, il y a deux fois, il est pas passé loin de finir. Kimura de cheville. Round 2, Bautista qui connecte avec un genou sur un Oumar qui voulait sûrement descendre dans les jambes. Il le prend avec le genou pleine mâchoire. Oumar, tu le sens qu'il est complètement sonné, mais il danse pas la salsa. Il récupère très vite. Alors tu sais, il vient très vite en lutte pour justement pour récupérer. Mais en tout cas, voilà, tu sens qu'il a été très bien connecté sur ce genou-là. Ouais. Alors est-ce que alors ça on le saura jamais, hein, mais est-ce que Bautista aurait dû mettre plus la pression justement suite à ce knockdown ou pas? Parce que finalement il le cadre, mais il le laisse récupérer. Il le laisse récupérer. Oumar se déplace, il récupère.
Ouais, en fait, bah, il y a deux écoles, en fait. Le truc, c'est que si tu te jettes dessus, tu risques un contre, déjà, bon, toujours, hein, tu sais, quand tu te précipites. Mais surtout aussi, bah, il y en a, combien de personnes se sont cramées à se jeter sur l'adversaire, à essayer de le finir Bien sûr, complètement, et puis finalement, tu vois, ça a été contre-productif parce que le mec récupère. bien Donc, sûr, c'est pour il ça l'a que je fait te à dis, c'est pas, l'expérience, hein. on peut pas dire que c'est une erreur. On le saura jamais en fait. On saura jamais s'il aurait dû plus accélérer ou pas. Une chose est sûre, c'est que énormément ton Doumar parce que le genou, il le prend plein pot en plus en collision en s'en parlant dessus. Il récupère très vite, il Mhm. est tout de suite très lucide. D'ailleurs, l'amener au sol qu'il fait juste après nous le prouve, hein. Il rentre avec un crochetage intérieur magnifique, timing parfait. Je kiffe cette amenée, elle est tellement belle, elle est tellement fluide quand elle est bien faite. C'est Ouais. Rudo qui le faisait tout le temps. Mhm. Non, mais c'est vrai qu'Oumar là-dessus il est très bon hein, sur les amener au sol. Et il est très bon aussi pour suivre l'adversaire quand sur les réactions de l'adversaire au sol. Tu sais, je sais dans ce combat-là il a repris donc le contrôle de comment dire de Bautista. Et il y a un moment où t'as Bautista qui va ponter, tu sais, pour essayer de sortir, pour essayer de recomposer. Et tu vois Oumar qui se jette dans son dos directement, enfin tu vois, qui réagit très bien pour venir encore une fois nous prendre le dos. Euh, donc c'est plutôt très intéressant, mais encore une fois, plus ça avançait dans le combat et plus Bautista arrivait à sortir facilement, à se relever, à repartir en boxe et derrière même à tenter de lutter contre Oumar parce qu'il a tenté dans ce round 2 tu sais un double leg qui est bien défendu mais en tout cas il s'est pas démonté Bautista pour le Mhm. coup il y a eu des moments où c'était plus équilibré que d'autres notamment dans ce round 2 il y a des moments où c'était beaucoup plus équilibré que dans le round 1 ou dans le round 3 Ah tu ouais, sais. de toute façon, je pense quand même que malgré la lucidité qu'il a démontré Omar, il faut quand même bien un round pour se remettre d'un genou comme ça. Tu vois. Je pense il avait Ouais, quand même besoin de récupérer et ça s'est senti, ça s'est senti. Maintenant, la question, elle est sur le scoring. c'est ça. Ce que j'allais dire, là, j'allais y venir. Parce que ça retourne, tu vois, Oumar, il défend la lutte. Il arrive à ramener au sol. Encore une fois, il passe la garde. Bautista qui défend toutes les prises de dos, qui se remet debout. Et la dernière phase de boxe, elle est équilibrée, mais elle est quand même un petit peu à l'avantage d'Oumar. Tu vois, qui boxe un peu plus. Donc, on a eu un knockdown en début de fight. Si on reprend en début de round, on a eu de la lutte de la part d'Oumar, mais il n'y a pas eu de dégâts. Il y a eu de la position. Hmm. Il n'y a pas eu de tentative de soumission. Il y a eu des sorties à chaque fois de Bautista. Ça repartait debout. Il y avait de l'échange debout. Et à la fin, il y a un échange qui est serré, légèrement à l'avantage de Oumar. Ouais, c'est pas facile à scorer, hein. C'est pas Pas facile à facile. scorer. J'aurais tendance à le donner à Bautista parce qu'en termes de dangerosité et de dégâts, c'est lui qui passe le plus près de finir en fait, hein. Mais Et voilà. mais si tu le donnes à Oumar, honnêtement en revoyant le combat, si tu le donnes à Oumar, je suis pas choqué du tout. Là pour le coup, je peux l'entendre. Pardon, excusez-moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'à C'est chaud, pas choquant d'un côté comme de on l'autre. entend le 30-27, on se dit, oh, tu vois, ils auraient pu donner un round à Bautista. Et en revoyant le combat tout à l'heure, je me dis que finalement, le 30-27, il est très largement entendable. Alors, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, par le passé, il y a eu des fights, et c'est marrant parce que j'en ai parlé avec Alex Herbinet, de Jab Life, qui a souvent eu le débat aussi avec Aldric Cassata sur Jab Life. Parce que justement, il y a un moment tu sais, pour le règlement, tu sais, où on avait débattu, je lui disais, ah, tiens, si tu veux un argument, si tu veux un argument avec Aldric, tu peux dire ci, tu peux dire ça, parce que, en fait, on était sur le débat de Aldric, lui pour lui, Cassata, disait dans le podcast, à partir du moment où tu mets un knockdown dans le round, t'as gagné le round. Tu vois, c'est l'acte significatif, peu importe ce qui se passe derrière, s'il y a pas un acte de même niveau, c'est-à-dire un autre knockdown de l'autre côté, ou une tentative de soumission très bien engagée, à partir de ce moment-là, c'est toi qui étais le plus près de finir, donc le round il est pour toi. Maintenant, on disait On en avait avec déjà Alex, parlé.
On en avait parlé dans Oui, l'actu en plus de nous on ça. en avait parlé. Oui, nous on en avait parlé aussi. Et moi, dans ma logique, c'était, oui, mais attends, ça dépend. Si derrière, le mec, il lui roule dessus, tu sais, t'as un knockdown, mais que derrière, le mec, il lui roule dessus sur tout le round, est-ce que ça n'annule pas, voire inverse pas la décision sur le round? Mais Tu en vois? plus, qu'en est-il C'est un débat qui est... knockdowns debout, tu vois, où le mec reste debout? Parce que ça se voit, tu vois, où le Hmm, mec est vraiment sonné. Bah, tu prends l'exemple de, je sais pas, moi, Adesanya, tu vois, Adesanya contre Pereira. hmm, C'est un hmm. TKO. On peut considérer qu'il est quasi done, en fait, puisque le mec, il est debout, il y a plus rien qui répond. Mais Ouais, c'est juste qu'il tombe pas, c'est comme ça. Mais la je suis séquence qu'il d'accord. prend, je la considère comme un done. Je suis d'accord. Mais donc, voilà. En fait, il y a les deux écoles et il y a les deux lectures du règlement. Si t'es de la lecture, le down te donne le round, comme un takedown à l'époque. Tu sais, parce qu'à l'époque, tu mettais un takedown, tu gagnais le round. Et ça, finalement, Si on est le, sur une mentalité si le boxe down te anglaise. donne le round, ouais. Mais en tout cas, si c'est ça qui te donne le round, dans ce cas-là, le round va à Bautista. Si par contre t'estimes que la domination outrancière qu'il y a derrière au sol et avec une phase de boxe un peu serrée mais qui est un peu à l'avantage de d'Oumar, dans ce cas-là, tu peux donner le round à Oumar. C'est vraiment ça. Après, en soi, ça change pas la physionomie du combat. Ça aurait été plus dommageable s'il y avait un round qui était pour Bautista le round 1 ou le round 3. Là, Ouais. ça change pas les choses. Mais bon, c'est quand même quelque chose, tu vois, ou même si tu changes le règlement, bah t'as toujours des petites zones d'ombre comme ça qui sont à l'appréciation du juge en fait, tout simplement. Ouais, bien sûr. Tout Bien simplement. sûr. Mais après ça, on pourra jamais le régler. Et comme je te le dis, d'un côté ou de l'autre, je le vois pas comme un vol se rendre. Donc, Non, c'est deux non. écoles. Le round 3, on a du donnant-donnant en boxe. Il y a un gros niveau des deux côtés, avec un bon mix pied-point. Et on a Oumar qui parvient à saisir un kick, qui amène Bautista au sol. Mais c'est là où tu vois que Oumar, quand même s'il met encore beaucoup de rythme, tu sens qu'il fatigue un petit peu, tu vois, parce qu'il est beaucoup moins incisif sur ses amenés. Et puis Bautista, lui, il est rentré dans son combat. Tu vois, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que dans les défenses, Bautista, ça y est, il est chaud. Il a compris qu'il pouvait défendre, quelle que soit la position. Donc ça l'a mis en confiance. Donc il se permet de plus chercher à défendre et à s'échapper. Là, il arrive à s'échapper de la tentative de single leg. Mais par contre, derrière, bah Oumar, en fait, il va faire zéro dégâts, hein. Mais ça va être une Contrôle. véritable sangsue sur tout le round. Tout le round. Alors, honnêtement, il y a une excellente défense hein, de Bautista. De tout, des prises de dos, de tout. Mais par contre, la domination, Ah oui. elle est du point A au point Z de ce round pour Oumar Il qui lâche pas la sera ceinture accroché arrière. à lui. Ah oui, il lâche pas Ah la ouais, ceinture et du puis début à la fin. ouais. Ouais, bah écoute, c'est un round où je pense qu'il a été en gestion parce que potentiellement il fatiguait aussi. Dommage parce que c'est vraiment le genre de combat, et on se l'est dit, hein, qui est intéressant sur 5 rounds. Mm, tout à fait. En fait, si c'est une vraie demi-finale, c'est un combat qu'il aurait fallu mettre en 5 rounds à un autre moment qu'au main event, tu vois. Ouais, Ou en main event d'une fight card, Fight Night. d'une fight night. Oui, ouais, ouais, mais ça aurait été très intéressant. Maintenant, c'est un 3 rounds, donc fallait faire avec et il a très bien géré son combat pour le coup, Oumar, qui prend le troisième round hein, sans problème. Ouais, même si Bautista, il a essayé de donner le tout pour le tout à la fin, tu Enfin, sais, ouais, d'essayer logique. de boxer dur avec. Mais voilà. Bon, en tout cas, pour moi, voilà, Oumar, il a été dominant, il a été meilleur que Bautista. Bautista, bah, il a montré qu'il était quand même au niveau actuel, enfin, en tout cas, à l'instant T, il est à sa place, il est à son niveau, tu vois, je pense qu'il peut C'était, rivaliser avec tout le monde dans cette caté, c'était un à gros, ce niveau-là. c'était un gros step pour lui, hein. C'était son plus gros test en carrière. Il était classé 9, je crois, avant ce combat. Il affronte le prétendant, le challenger numéro 1. Donc oui, finalement, je pense que c'est ce genre de combat qui va lui permettre de progresser. Pour le coup, ça va vraiment lui servir. Là où c'était Ouais. une petite marche arrière pour Oumar, pour Bautista, il y avait un vrai test. Et, euh, et même si ça passe pas,
pense voilà, il a ses axes d'amélioration pour le très très haut niveau. Et, Mhm. et il confirme que, comme tu le dis, il a sa place. Donc même en Il a termes de sa place. confiance, ça fait du bien. Même si c'est une défaite, voilà, tu peux te mettre à la même table que ces mecs-là. Bah, tu vois, il a pas été il a pas été en dessous d'un Cory Sandhagen quand il a affronté Oumar Nurmagomedov, par exemple. Pas du tout. Donc, euh, donc voilà. Et même si en plus il a été plus près de le finir que Sandhagen, par exemple. Ouais. Ouais. En tout cas, décision unanime 30-27 x 3 pour Oumar. La seule chose, c'est que bon bah, on avait besoin après son retour, justement pour son retour d'Oumar, d'avoir des réponses. C'est ce qu'il y avait de la progression parce qu'ils avaient dit, hein, de toute façon, qu'ils avaient pris en compte le fight contre Merab et qu'ils allaient bosser pour s'améliorer. Pour l'instant, on n'a pas vu d'amélioration. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. En tout cas, il n'y a rien qui nous montre qu'aujourd'hui, il pourrait faire quelque chose de différent que la première fois contre Merab. C'est ça. Alors que Merab, lui, on a vu qu'il faisait des choses différentes. Après, ça reste un combat, hein. Bien sûr qu'il peut gagner contre Merab, hein. On dit pas le contraire, hein. Mais bon, ça restera pas un combat facile et au vu de l'évolution de Merab, ouais, je pense que ça serait même plus dur que le premier, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Bref, on enchaîne avec le co-main event de cette UFC 321, Mackenzie Dern contre Virna Jandiroba pour le titre des poids pailles qui était laissé vacant par Weili Zhang qui monte de catégorie. Écoute, s'il y a bien une chose sur laquelle les gens sont un peu unanimes, c'est sur le niveau de ce nouveau championnat. Enfin, tu vois, un nouveau combat de championnat pour la KT entre Weili Zhang et ses deux protagonistes. Effectivement, on va le dire tout de suite, il y a un monde d'écart entre Weili Zhang et que ce soit Mackenzie Dern ou Virna Jandiroba. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont dit que le combat il était pas extraordinaire, qu'il était pas ouf. Je suis pas tout à fait d'accord, toi aussi. Alors c'est bien sûr que c'est pas. Si tu cherches absolument le niveau champion, oui, tu vas être déçu. Mais la qualité du combat, honnêtement, on a vu des combats pires à regarder que ça. Il y avait de la qualité technique. Il y a eu de l'évolution chez Mackenzie Dern qui a vraiment progressé en boxe anglaise. On en a parlé ce matin avec Julien, d'ailleurs avec Julien Cazzi, on a parlé de Mackenzie forcément, mais sur sa progression en boxe anglaise, c'est réel cette progression. Elle a été très efficace et avec son jab et avec son bras arrière, qu'elle envoyait enfin avec un décalage de la tête pour laisser passer la frappe de son adversaire pour venir caler son bras arrière. Honnêtement, en termes d'anglaise, en termes d'esquive, en termes de déplacement, en termes de, tu sais, de footwork d'anglaise, Mackenzie Dern, elle a fait un step-up de dingue. Ouais, ouais, clairement. De toute façon, on peut en parler au global, hein, parce qu'il s'est passé quasiment les mêmes choses sur tous les rounds. Je suis d'accord. Comme tu l'as dit, très bon jab. Elle prend le lead en anglaise. Quelques travails en low kick. Je pense qu'elle aurait pu même l'accentuer. Ça aurait pu être intéressant parce que ça touchait bien. Et Mhm. puis la première à chercher la lutte, c'est Jandiroba. C'est elle qui cherche à amener le combat au sol. C'est elle qui cherchait le combat au sol, elle qui cherchait la lutte, mais après elle avait pas vraiment le choix parce que debout elle prenait de grosses frappes, hein, on l'a vu, elle a été pochée à l'œil dès le round 2. Donc effectivement c'est elle qui cherche la lutte en premier. Euh, Mackenzie Dern, elle a eu deux moments où elle a kické le plus, hein. C'est au début vraiment du fight et à la Ouais, fin où elle s'est remis à kicker avec plus de variété dans ses kicks, hein, d'ailleurs, hein. Front kick, middle kick, tu sais, des coups d'arrêt, enfin tu vois, elle a un peu plus sorti de kick. Le travail au sol, quand Jean Roba amenait, parce que Mackenzie Dern ne défendait pas, il y a des moments où elle voulait défendre, elle défendait, il y a des moments où elle a voulu défendre, elle se faisait amener au sol, mais les trois quarts du temps, elle s'est laissée amener au sol parce qu'en fait, elle était très bien quand elle était dos au sol. Elle était très bien, on voit qu'elle cherche même plus à essayer de soumettre, pour la plupart du temps, sauf à la fin où elle a tenté une omoplata et un triangle, mais elle était très bien, en fait, avec le nouveau règlement, avec les coudes qu'on peut mettre sur le sommet du crâne.
Ah oui. justement, où elle arrivait à conserver suffisamment de distance, que ce soit dans la demi-garde ou dans la garde, pour faire en sorte que déjà son adversaire soit trop loin pour la frapper. Et surtout, elle, bah, elle mettait suffisamment de distance pour pouvoir, elle, être au-dessus et pouvoir placer et ses coups de poing marteau dans la première partie du fight, et après, par la suite, mettre ses coudes, qui ont beaucoup gêné et qui ont beaucoup marqué Jean Diroba, pour le coup. C'était très bien fait. Avec le pied à la hanche ou en tournant ses hanches pour mettre sa jambe en barrage et bien pousser avec sa jambe, elle a beaucoup d'endurance là-dessus, hein. Elle vient du jiu-jitsu brésilien, c'est une championne du jiu-jitsu brésilien, donc elle sait très bien gérer le corps de l'adversaire. Ça marchait vraiment très bien. Ouais. Non, mais de toute façon, ce combat, il était très compliqué pour Jandiroba. À partir du moment où bon, on savait qu'au sol, il y a une classe d'écart, la question, elle est debout. Est-ce que les progrès de Dern sont suffisants? Et on a vu que oui, très tôt. Donc à partir de là, on comprend très vite jusqu'où ça va aller. Pareil, par contre, on comprend aussi très vite que ça va aller au bout. Parce que, parce qu'il y a pas de punch pour éteindre. Parce qu'il n'y a pas de réelle recherche de soumission, comme tu l'as dit. Parce que s'il y avait un finish, je pense que c'était plus au sol sur une soumission. Oui, potentiellement, ouais. Parce que debout, Mais voilà. côté Mackenzie Dern, Oui, pas oui, côté Jean non, non, Diroba, c'était pas possible. côté Mackenzie. Et, euh, et debout, ça touche, c'est précis, mais ça manque d'impact. Ça manque d'impact. Alors oui, il y a des dégâts qui viennent, mais au cumulé, ça laisse des Mhm. traces, mais ça met du temps. Donc ouais, ça va au bout. Mais c'est pour moi le match il est assez clair. Alors j'ai vu qu'au scoring des juges, le match il est plutôt équilibré. Il y a 3 rounds à 2 quasiment pour 2 juges. Honnêtement, Ouais, alors j'ai attends, beaucoup de mal à comprendre tu, le scoring parce que moi je tu, suis sur 5 rounds tu, pour Derby. moi aussi, tu vas un peu vite parce que bon, il y a quand même quelques petits trucs à dire sur ce combat, même si on parle surtout et qu'on fait pas du round par round, mais oui, alors attends, si je vais au scoring, puisque t'en parles, tu vois, j'ai tellement de notes en plus, tu vois, ce qu'il y a, c'est que effectivement, il y a deux juges qui donnent un 48-47 et un juge qui donne un 49-46 en faveur de Mackenzie Dern. Alors, bien sûr, le combat, décision unanime de Mackenzie Dern. Mais quand tu regardes le détail des juges, t'as un juge qui met round 2, round 3 à Jandiroba, t'as un juge qui donne le round 1 à Jandiroba, et t'as un juge qui donne le round 1 et le round 3 à Jandiroba. Donc c'est-à-dire que les trois juges ne sont pas tout à fait d'accord sur les rounds à donner à Jandiroba, tu Hmm. vois. Le problème que j'ai dans ce combat-là, c'est qu'encore une fois, j'ai l'impression que le temps de contrôle au sol a été, enfin les takedowns et les temps de contrôle au sol a joué dans la décision des juges, encore une fois, et non pas le dégât. Parce que pour moi déjà, pourquoi on donne les 5 rounds à Mackenzie Dern? Parce que c'est elle qui mène le rythme du fight. En boxe, c'est elle qui touche. La plupart du temps en lutte, alors elle s'est fait amener, mais il y a beaucoup de moments où elle se relevait, ou alors c'est elle qui venait shooter et qui amenait à la cage. C'est elle qui décidait quand frapper, quand rompre le contact. 100% des ruptures de contact sont à l'initiative de Mackenzie Dern, qui revenait au centre et qui recommençait à boxer. Au sol, certes, elle est dans la garde, enfin, elle a sa garde avec Jean Diroba dans sa garde, mais systématiquement, c'est elle qui envoie les frappes. Alors on comprend aussi très vite que Jean Diroba aussi, elle est bonne dans le fait de garder son adversaire. Enfin, tu vois, elle sait ce qu'elle fait. Tu vois, je repense à la phase en garde papillon, parce que t'as Oui, Mackenzie qui a essayé de travailler en garde papillon et qui a essayé de ceinturer derrière le dos pour reculer les fesses et remonter en brise-rein, tu sais, directement. Jean Diroba qui est venu en fait dans le creux poplité pour empêcher Mackenzie Dern de prendre la distance nécessaire pour pouvoir justement remonter avec elle. Elle savait très bien quoi faire. On sent que Jean Diroba elle a un excellent niveau au sol, mais même encore là, tu vois Mackenzie qui pousse sa tête, qui lui envoie des séries de crochets. Ça j'ai adoré cette phase. C'est pour ça qu'il faut parler de ça. Ces séries de crochets comme ah ça oui, sur les quand il boxe côtés. en étant assis. C'est ça, en étant assise et derrière, ça lui permet de se relever. Pour le coup, elle l'a fait deux fois ça. La deuxième fois, elle avait attendu moins de temps d'ailleurs. Elle a poussé la tête une fois, deux fois, elle a envoyé ses crochets, elle s'est relevée. Mais même quand ça allait au sol, tu vois Jean Diroba qui au fur et à mesure du temps
avait de plus en plus de mal à s'installer au sol, à la conserver au sol, ou à même à tenter d'essayer de passer, ne serait-ce que ça. Elle se relevait d'elle-même, elle prenait des sides dans les genoux, et même sa dernière amenée au sol, son double leg, où elle fait un excellent double leg, et en fait elle reste debout, devant Mackenzie, comme ça, et elle cherche même pas à suivre au sol, parce qu'elle sait qu'à chaque fois elle prend des coups de coude, à chaque fois elle sent que c'est très compliqué, et c'est même Godard encore une fois qui les Qui relève, relève, ouais. en disant bon allez c'est reparti, on repart debout, et à chaque fois debout, bah même s'il y a eu de la réussite de Jandy Roba notamment avec son check hook qui fonctionnait bien, ou alors fin de single leg où elle remontait en crochet, les Ouais, crochets c'est marchaient bien, intéressant. voilà, mais sinon c'est vrai que Mackenzie, bah c'est elle qui était, elle touchait pas systématiquement. Des fois, elle avançait juste avec des coups en ligne, mais pour casser la distance et venir en lutte. Mais par contre, dès que c'était Jandy Roba, soit qui avançait, mais à la fin, dans la deuxième partie du combat, elle avançait plus. C'est pour ça que Mackenzie devait lui courir après. Mais si elle avançait, c'est elle qui prenait les contres et qui prenait d'énormes contres. Et si, comment dire, si elle commençait à rentrer aussi, à rester dans l'échange, en boxe, et ben Mackenzie, c'est elle qui touchait le plus aussi. Qui touchait avec son jab. Et les jabs en contre qu'elle a mis, Ouais. ils étaient mais magnifiques. Magnifiques. Surtout, il y a un moment où elle a voulu descendre Jandy Roba et elle a pris un jab en contre. Mais il était beau, il était propre, il était franchement, non franchement impressionnant la progression de Mackenzie Dern en boxe. Ouais, je suis d'accord. Non, c'était propre. Donc euh, Donc voilà quoi. Mais c'était un combat sympa à voir pour le coup. Pas mal aussi les deux aussi elles ont eu de la réussite sur des coups retournés avec plongé en lutte sur un coup retourné. Que ça soit Jandy Roba qui est passé sous le coup de coude retourné de Mackenzie Dern, ou Mackenzie Dern qui est passé sous le coup de poing retourné de Jandy Roba dans le round 5, où en plus elle passe en dessous et derrière ah non c'est pas sur celui-là, non c'est sur un autre, où elle passe et elle fait la roue par-dessus, tu sais, elle vient, elle fait la roue. Autre coup Ah aussi qui était oui, pas mal oui. dans le combat. C'est Ouais, dernier round, ça. ça c'est dans le dernier round. Autre truc qui était pas mal, c'est quand Jandy Roba est venu aussi en lutte et que Mackenzie lui a mis l'Ushimata et que Jandy Roba en Oui. plus dans la rotation elle a réussi à revenir dessus. Ça c'est si voilà, si vous pour vous donner envie, si vous n'avez pas vu ce combat-là, d'aller voir le combat. Il y a eu des phases quand même qui étaient très intéressantes sur la lutte. Donc voilà. Et après les tentatives d'omoplata triangle qui ont été bien gérées par contre par Jandy Roba tout de suite. Mais je pense qu'elle a même pas cherché à insister. Non. Elle s'est dit si ça passe, première intention, on y va. Si ça passe pas, là où à l'époque, et c'est là aussi où tu vois une évolution de Mackenzie Dern, Elle à sera l'époque, acharnée, le ouais. Plata, là, elle se serait acharnée à la mettre. Aujourd'hui, elle se prend plus la tête. Elle vient, elle envoie ses frappes, et puis voilà. Et ça suffit, et ça paye, ça porte ses fruits. Honnêtement, ça porte ses fruits. Ouais. Donc, tu sais, là, pourquoi je verrais Weili Zhang gagner contre elle? Bon, déjà, niveau de boxe, c'est bien meilleur. Mais c'est surtout que, en lutte, comment dire, Weili ferait beaucoup plus de dégâts au sol. En fait, Mackenzie, là pour le coup, si les deux avaient fait autant de dégâts au sol, c'est celle qui est au-dessus, qui a plus d'amplitude, qui aurait plus scoré, tu vois, je pense. Ouais. Et Mackenzie, elle a une tendance à accepter quand même d'être dos au sol et d'être dans la garde. Et ça a marché avec une Ah, on Jandy l'a dit, Roba qui, hein. elle, n'a pas beaucoup produit en frappe. On l'a dit, sur le top niveau, c'est toujours un risque d'accepter parce que c'est de l'acceptation, hein, d'accepter ses amener au sol. Mais même au-delà de ça, je pense qu'elle l'amène pas au sol. Je pense que Dern, elle amène pas Weili au sol. Donc ça reste debout, Non. elle a force à faire un combat de striking. Et là, pour le coup, il y a un monde d'écart. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, si on regarde le ranking, donc, poids paille, euh, ouais, en même temps, je regarde le ranking, mais est-ce que ça va me parler sur les match-up? J'en sais rien. Dis les noms, Non, dis mais le on top verra. 5. Ah non, il y a Tatiana Suarez. Là, on a vu la dernière fois que ça avait été compliqué pour elle. Si, c'est ce que tu disais. Oui, voilà. Si Yang Il y a- Xiaonan, tu disais, est-ce Ouais. que Yang Xiaonan lui ferait pas du mal? Tu vois, un peu dans le même genre. Moi, je pense qu'elle lui fait Yang du mal, hein. Xiaonan, mais le problème, moi, de Yang Xiaonan, c'est que je la trouve, tu vois, pas constante. Elle est pas constante comme une Zhang, tu vois. Donc, ça dépend. Ça dépend de quel jour tu tombes, quoi. En tout cas, Après, ça monte à Lemos.
En tout cas, on a une nouvelle championne, mais c'est pas forcément une championne que je vois régner sur la KT. Je pense que Ouais. là, en l'absence d'une combattante dominante comme Zhang, on peut se retrouver avec une ceinture qui passe de main en main pendant un petit moment. Ouais. C'est vrai. Mais en tout cas, pour le coup, pour l'histoire de Mackenzie Dern, et pour l'histoire même des sports de combat, une meuf qui a été championne des Worlds, IBJJF, qui a gagné la DCC et qui aujourd'hui est championne UFC, tu peux mettre ça sur le même pied d'égalité qu'un Henri Cerudo avec ses médailles olympiques en lutte et sa ceinture UFC. Tu vois, pour moi, en termes de difficulté. Bah non, peut-être pas en termes de difficulté parce que la lutte masculine au JO c'est quand même quelque chose. Non, ouais, je suis d'accord. Non mais je parle à l'échelle du combat féminin. Ah, je suis pas d'accord. Non, mais je suis pas d'accord. Parce que À gagner la l'opposition, DCC c'est quelque chose, hein. Gagner la l'opposition, DCC, oh gagner non, contre Gabi Garcia. mais je parle de l'opposition que t'as eu en MMA pour prendre ta ceinture, c'est pas la même. Tu peux pas comparer. Non, c'est pour ça que j'ai précisé dans l'accomplissement, pas dans le niveau de difficulté. Bah, après c'est pour ça que je me suis revenu un peu en arrière pour l'accomplissement, pas le niveau de difficulté, Ouais, pas le ouais, niveau ouais, ouais, d'opposition. ouais. Tu vois, en termes d'accomplissement. Je veux dire, là, tu viens, tu gagnes dans trois des choses les plus dures. Alors après, à ton niveau, c'est ça le problème, tu vois. Être champion UFC, être champion UFC, c'est le max que tu puisses faire. Gagner l'IBJ, des titres IBJJF, gagner les Worlds, gagner le Grand Chelem et tout ça, voilà, clac. Et puis gagner la DCC, Hmm. tu vois, c'est pareil, c'est ce qui se fait de mieux en Nogi, tu vois. Donc pour le coup, après tu peux pas non plus tu sais comparer effectivement ce qu'elle a affronté et ce qu'a affronté Henri Cerudo. Je parle en termes de juste de cases cochées sur ton Ouais, CV, tu vois. d'accomplissement, ouais. Ok, oui, oui, ouais. Ah, c'est vrai que c'est une sacrée carrière. Donc euh, donc voilà. Donc c'est cool pour l'histoire, c'est cool. C'est très bien. Puis elle continue à donner ses lettres de noblesse dans une famille de champions en fait tout simplement parce que son père est un immense champion en jiu-jitsu brésilien. Bref, on enchaîne. On enchaîne avec le main event de cette UFC, Thomas Spinal contre Cyril Gane, ce combat qu'on attendait tellement et sur lequel on a été tellement déçus. Alors oui, on est sorti de l'émotion. Aujourd'hui, ça y est, on a dormi, on a passé une bonne nuit, courte Hmm. nuit mais bonne nuit. Et on va pouvoir revenir dessus. J'ai revu le combat. Hein. De toute façon, j'ai revu le co-main et le main parce que voilà, j'avais pas pris de notes sur le coup. Toi, t'as revu le combat aussi. Euh, Déjà, la première des choses qu'on peut dire, c'est que, tu sais, quand j'ai pris mes notes, et déjà on s'en est rendu compte en live, je pense, mais il s'est passé énormément de choses en très peu de temps. En fait, le rythme, il est parti sur les chapeaux de roue, et c'est au moment où le rythme, il a commencé à réduire, où il a commencé à se tasser, où on a commencé à avoir un rythme de croisière qui allait être sûrement le rythme du reste du fight, qu'il est arrivé l'accident. Tu vois. Parce que, franchement, honnêtement, quand tu regardes, round 1, Aspinal qui a essayé tout de suite, de toute façon, de connecter. En fait, le truc, voilà, c'est Aspinal, il a essayé de prendre ses deux chemins de victoire dès le début du premier round. Il a essayé de connecter très fort en boxe anglaise. Quand il a vu que ça connectait pas, Mais il c'est a du, essayé de descendre dans les jambes. C'est ça. il a fait du Aspinal. Il a fait ce qui marche d'habitude dans 100% des cas. C'est ça. Ben, 90% des cas maintenant. 99% des cas. Ouais, 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 parce que ça, franchement, alors en regardant le fight, c'est vrai que alors sur le coup, on sent une domination. En tout cas, on sent, je sais pas si on peut dire une domination. Sur le coup, on sent une domination. En revoyant le fight, moi, je pense que juste que on avait cette crainte de foudre des 2 premières minutes, et puis on se rend compte qu'il y a match. C'est intéressant. Alors, ça présage pas de la suite. Pour Mhm. moi, en tout cas, avec le recul, là, ça présage pas de la suite. Mais en tout cas, on voit que Cyril est au niveau. Et même plus que ça, tu vois. Il est très bien dans ce Bon, combat. il est au-dessus. En termes de niveau, Il en est boxe, très il est bien dans ce au-dessus. combat. Non, franchement, honnêtement, quand tu prends, regarde, Aspinal, il essaie d'envoyer tout de suite son gauche-droite. Il se dit, si je connecte, c'est bon. Ensuite, on est surpris, parce qu'il commence à envoyer un middle.
Donc c'est bien géré. On se dit il commence à envoyer des kicks. Il essaye d'aller si je reprends ce que j'ai noté. Il essaye d'aller de vraiment vers l'avant tout de suite et de mettre la pression. Gann, il envoie directement un premier et ça fait mal tout de suite. Il chasse avec son bras avant parce qu'il est engauché. Il chasse avec sa main avant le jab en tout cas la main avant d'Aspinal pour envoyer tout de suite son poing arrière qui touche très fort, très dur. La première grosse frappe significative, finalement, je veux dire en anglaise, c'est Gann. Donc il envoie les premiers chassés aussi au niveau des jambes, au niveau du genou d'Aspinal. Donc ça aussi, ça fait mal. Aspinal qui essaye d'envoyer son crochet très rapidement, il essaye d'être explosif, il essaie d'attaquer avec ses genoux aussi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il a essayé avec ses poings, ça a pas marché, il est venu exploser vers l'avant, essayer de tracter pour envoyer ses genoux. Ça a été géré par Gann. Gann qui tourne bien, qui reprend le centre de la cage. Chassé d'Aspinal, low kick d'Aspinal sur la jambe avant jambe avant sur jambe avant. Tu sais, là on avait dit voilà, c'est quelque chose que normalement fait Cyril Gann. Là c'est Aspinal qui fait la première. Après Gann en fera aussi. Gann qui avance sur lui, il en commence à envoyer ses jabs au corps. Donc et encore une fois chassé au genou. Donc le jab au corps qui commence à toucher parce que il a commencé, on l'avait dit de toute façon à user le corps d'Aspinal et ça fonctionnait bien. Il avait bien sa distance là-dessus. Gann qui continue à travailler au corps. Très vigilant sur ses retraits. Tu vois, il met son jab, il ressort tout de suite. Tu sens que malgré l'explosivité d'Aspinal, Cyril c'est encore plus rapide. C'est ça. Et tu sens qu'il y a une tension. Il est pas relâché au début, Gann. Tu sens qu'il est très vigilant, tu sais, il met tout de suite la tête dans les épaules, il essaie de venir tout de suite au contact. D'ailleurs, il y a même un moment où, ça va être dans pas longtemps, mais où il essaie de pousser Aspinal qui avait fait un retrait tout de suite, et tu vois Aspinal qui tombe en avant et qui tout de suite se met en boule. Tu sais parce qu'il sait qu'il peut y avoir un crochet qui peut arriver de partout. Tu sens qu'il y a une vigilance plus du côté de Gann. Donc ouais. Gann qui a donc on disait chassé d'Aspinal, Gann qui envoie les trucs au corps et Aspinal qui cherche à plonger dans les jambes, mais en fait il plonge pas dans les jambes, il essaie de le plaquer comme d'habitude et Gann qui l'accompagne en fait finalement pivote et ça permet juste avec ça, il a même pas besoin de sprawler en fait, juste en faisant ça et c'est un peu ce qu'il avait fait avec Spivak aussi. Ouais. Ça lui permet de juste s'échapper et de ne pas prendre ce takedown. Donc deuxième mur qui est imposé on va dire au game plan d'Aspinal pour le coup. Les blitz, ça a pas fonctionné. Le blitz en lutte, ça a pas fonctionné. Donc ça devient compliqué. Gann qui continue à travailler au corps. Aspinal qui envoie un bel high kick avec sa jambe arrière. Et ça aussi, il a surpris. Mais ça a été bien géré. Tu sens que Gann, il est surpris. Tu le vois dans le regard. Oh putain, je m'attendais pas à ça. Mais quand même, la responsabilité défensive, elle était là. Alors attention, parce que là, elle était là, mais ça veut pas dire, tu vois, quand tu dis, on sait pas comment le combat, s'il avait continué, tu vois, c'est le genre de truc qui aurait pu toucher. Les jabs au corps qui commencent à toucher vraiment côté Gann, il en envoie 2 d'affilée, il renvoie encore un jab à la tête d'Aspinal, ce jab là, qui vient popper à la tête d'Aspinal, il touche dur, celui-ci. Après les jabs au corps. Pour moi, ça fait partie de ses armes maîtresses, à Cyril Gann, ce jab. C'est ce jab qui vient fouetter là. Tu sens qu'il fait mal. Franchement, il va vers l'avant. C'est ça. Il explose, il va vers l'avant, il transperce en fait. Et tu sens que les mecs, quand ils le prennent, je pense que c'est à ce moment-là qu'il se rend compte, parce qu'on dit toujours que Cyril n'est pas un puncher, ce qui est vrai dans le sens où il éteint pas les mecs. Mais par contre, son jab, je pense qu'une fois que tu l'as pris, et c'est Volkov aussi qui avait dit ça. C'est Volkov qui avait dit ça dans leur premier affrontement. Où il avait dit, je pensais pas qu'il faisait aussi mal. Après le premier jab qu'il prend, il se dit, je me suis rendu compte de sa puissance. Et alors oui, c'est pas des coups qui vont t'éteindre, mais c'est peut-être même encore pire, parce que c'est des coups qui vont te faire mal à chaque fois que tu les prends. C'est lourd, c'est des coups lourds. Mais tu sais, c'est un peu comme un Volkanovski, tu sais. Mais pas KO, mais il te détruit. En fait, c'est vraiment ça au fur et à mesure. Ou alors même un Strickland. C'est un Strickland où les mecs disent que c'est une pierre qui te tape. Tu vois, tu tombes pas KO, mais t'as une pierre qui te tape sur 5 rounds, quoi. C'est vraiment ça. C'est ça, et très tôt, en plus, on voit cette hémorragie nasale d'Aspinal. Très tôt. Ouais, donc, c'est pas encore tout de suite, ouais. Ah, ça commence tôt, hein. En fait, au début, le nez ne pisse pas le sang, mais tu sens que déjà, je crois, dès le premier échange, il y a déjà le nez bien rouge.
Bah, avec quand il chasse la main et qu'il met le poing arrière. Ah, Déjà, rien que là, déjà, il y tu a sens qu'il déjà le prend plein dans le ouais. pif. Le nez, il est déjà bien touché sur le premier échange. C'est vrai. T'as Spinal qui essaye, encore une fois, de faire un blitz, mais c'est bien géré. Donc, un blitz, c'est quoi? C'est une grosse accélération, hein, de toute façon. Gann pousse, c'est là où il perd l'équilibre. Aspinal envoie un coup de pied retourné. Alors, mais le problème, c'est que son coup de pied retourné, il a pas d'impact parce que il le coupe pas d'un side. Tu vois, c'est vraiment, il vient toucher la hanche de Gann, mais c'est pas non plus un truc super efficace. Euh, Gann, il continue à se déplacer toujours sur l'extérieur, toujours. Ce qui embête en fait Aspinal, qui est contraint de le suivre en fait. Et tu sens que Gann, il commence petit à petit à se relâcher. Aspinal envoie son bras arrière en isolé, mais c'est bien géré par Gann, qui recule à chaque fois. Par contre, Gann, il renvoie un jab derrière qui lui touche. C'est-à-dire que dans la réussite, si tu prends tu sais, le pourcentage de réussite, c'est plus, tu sais, les frappes qui touchent sont plus en la faveur de Gann. En fait, la plupart des frappes d'Aspinal, à part les frappes de jambes, en tout cas en anglaise, elles sont presque toutes avortées. Il n'y a pas grand chose qui touche significativement. Alors, il y en a qui touchent, mais soit t'as Cyril qui est sur le reculoir, donc il absorbe la frappe, et c'est une de ses qualités Mhm. principales, on l'a dit. Il y a même une séquence où il y a un enchaînement de deux frappes, je crois, deux ou trois frappes d'Aspinal, quand Cyril recule. Et sur la dernière, il fait tu sais, une sorte ce que fait Canelo, où il vient accompagner la Mhm. frappe en tournant le visage. Ouais. Et t'imagines le degré de confiance qu'il faut pour faire ça sur un mec comme Aspinal. Mais il l'a fait sur Ngannou. En fait, on le redira toujours, mais il l'a fait avec Ngannou, donc Ouais, pourquoi bien pas sûr. sur Aspinal en fait. Ouais, bien sûr. C'est juste ça, c'est qu'en fait, c'est un striker d'élite. C'est un striker. C'est un striker. C'est un mec qui vient de la boxe. Donc en fait, enfin, il a toujours boxé en poids lourd. Il a boxé contre Bouganem. Tu vois, enfin, tu sais, en termes de niveau de boxe, Bouganem, tu vois, si tu prends en combat de boxe pure, il éteint tout le roster UFC, hein, presque, hein. Bon, pas en boxe anglaise, hein. Non, boxe pied-point, mais on parle pas de boxe anglaise, on parle de boxe Non, mais pied-point. oui, mais là, le danger vient de l'anglaise. Je pense pas que Yacine Bouganem frappe aussi fort que Thomas Spinal. Non, mais je parle de qualité de boxe, tu vois. Je parle de technicité en boxe. Aspinal, je le dis, je le répète, sa technicité en boxe, elle est pas extraordinaire. Il a juste un bon punch. Tu sais, c'est pas, et là, il nous l'a prouvé. C'est-à-dire que techniquement, il était à court de solutions. Tu vois, il envoie des blitz, il envoie des gauches-droites plein fer, Ouais, et bah, il espère de toute que ça façon, touche. il envoie ce qu'il sait faire. Et c'est vrai Bah, c'est ça. il ne fait que ça. Et c'est limité. Et c'est limité. Tu vois, donc là je note Gann qui commence à se relâcher, Side au niveau du genou, Aspinal qui tente d'envoyer une série de points mais qui ne touche pas. Tu vois, encore une fois, tu vois, toujours sur trois coups, deux, trois coups, tu vois. Gann qui envoie encore une fois un low kick, mais cette fois-ci en fait il commence à mettre ses low kicks mais avec sa jambe arrière à l'intérieur de la jambe avant de Aspinal. Euh, et je dis là, voilà, je dis il est relâché, il baisse sa garde, on sent qu'il est beaucoup moins stressé qu'au début, et le rythme de combat commence à ralentir. C'est là où je commence à le noter, tu vois. Il y a vraiment, alors j'ai pas noté le time code, mais tu sens que voilà, plus il se relâche, et plus on sent, parce que le rythme aussi descend, et qu'Aspinal envoie moins, en fait, il comprend que le combat il va durer, Aspinal, Mm. et tu sens que là, il a compris que le blitz, il allait pas le terminer au premier round. Donc il commence à se relâcher un petit peu et à redescendre un petit peu dans le rythme parce que sinon il va pas pouvoir tenir. Il envoie une nouvelle fois un jab au corps qui empêche Aspinal de développer sa frappe de jambe. Et ça, le timing, il était parfait parce que tu sentais qu'il allait envoyer sa jambe arrière. Il prend le jab au corps et en fait, tu vois dans son regard, genre, Il quand tu l'arrête, regardes ouais. tu sais, le truc, tu sais, genre, putain, il m'a stoppé, quoi. Tu sais, tu sens le truc, il m'a stoppé. Euh, donc, nouveau jab de Gann qui touche Aspinal. Il se déplace, Aspinal tourne sur lui-même. Tu sais, ça aussi. Tu sais, il nous a fait une John Jones. Tu sais, ça montre aussi. Tu sais, Check si les après. deux font la même chose, c'est ça. Et c'est là où il se check et où il sourit les deux, tu vois. Mais si les deux font la même chose, c'est que le déplacement d'Aspinal a fait en sorte que finalement de Gann a fait en sorte que finalement en fait ils ont compris que la frappe elle allait mener nulle Ah part. oui, bah bien Que sûr. ce soit Jones ou lui, tu vois. Et ça Ah en oui, dit bien long. sûr. Il annule sa frappe. Il la met même pas. C'est ça.
C'est ça. Et c'est pour ça, tu vois, là si j'en parle déjà sur la discussion, parce que j'ai dit que tout à l'heure, enfin je sais pas si je l'ai dit dans le podcast, mais j'ai beaucoup parlé avec Eric Cara de Fréquence MMA tout à l'heure, on s'est appelé parce qu'il était pas d'accord avec moi sur le live et on en parlera tout à l'heure sur le côté du hypoc, donc on a eu un gros débat là-dessus. Mais il y a un moment, tu sais, il me disait qu'il le sentait pas, même en amont, tu sais, du fight et que tu sentais que c'était pas le Aspinal habituel dans la cage. Et je lui dis, mais est-ce que tu penses pas que c'est aussi parce que Gann a mis les choses en place pour faire en sorte qu'Aspinal en fait ne puisse pas développer son jeu. Et quand tu vois cette phase-là, c'est pour ça que j'en parle maintenant, cette phase-là où tu vois une similitude entre John Jones et Aspinal. En fait, tu te rends compte que s'il développe pas tu sais, il y a la rotation, mais que ça développe pas derrière, c'est qu'ils ont compris que ça y est, il était déjà plus là en fait. Son footwork, on l'a dit dans l'analyse, son footwork, il est tellement bon, il sait tellement, en fait c'est tellement clair ses chemins, que à peine t'as commencé à penser à ta technique, en fait il s'est déjà déplacé juste ce qu'il faut pour que ta technique elle marche plus. Mm. C'est vraiment ça. Et d'autant plus quand il commence à se relâcher. Ouais, mais ça se sentait de toute façon. Pour le coup, avant l'accident, tu sens qu'il est en confiance absolue. Ouais, c'est vrai. Gann qui envoie un chassé avec sa jambe arrière, Aspinal qui commence, c'est là où il commence vraiment à saigner du nez, la grosse hémorragie nasale, elle commence là. Nouveau jab de Gann, Aspinal qui essaie de frapper derrière mais sans réussite, il ne touche pas. Gann change de garde, et là, tu sais, tu l'as dit, attention les low kicks, faut pas qu'il les prenne, tu sais, il a pris un gros low kick, mais Ah en fait oui. tu te rends compte qu'il est passé en garde de droitier. Ah, c'est dès Il qu'il est change passé de en garde garde. de droitier, Dès qu'il change de garde, il voilà, prend le et low là, kick. De toute ah ouais, façon, Aspinal par contre il a réagi très vite. on le savait, hein, on l'avait dit aussi dans l'analyse que s'il vient en gaucher, ça annule les low kicks de d'Aspinal. Aspinal, il est vraiment efficace sur ses low kicks jambes arrière, et le fait d'être en gaucher, c'est risqué. C'est risqué parce que tu peux prendre le genou et du coup, on savait qu'il allait pas forcément les mettre, donc il travaillait en low kick jambes avant jusqu'à présent. Mais c'est vrai que dès qu'il y a eu le changement de garde, le low kick, je te dis, faut pas le prendre. Hein. T'en prends pas beaucoup comme ça. Mm. Ouais, mais tu sens, il le prend, il a les deux jambes qui fauchent un peu, et puis il se remet tout de suite en gaucher. Ouais. Il se dit, bon voilà, hein, pourquoi prendre le risque, hein, pourquoi je me prendrai la tête, il s'est remis en gaucher. Et t'as Spinal qui essaie d'envoyer un bras arrière, qui arrive en bout de course, qui est bien accompagné par Gann. Et c'est là où c'est le début de la fin. Gann, il envoie un middle. Et en fait, Thomas Spinal, il essaye de rentrer sur son middle pour envoyer un crochet. Et Gann, en voyant, en fait, il a la main, c'est façon box taille, hein, on l'a dit, de toute façon, quand il envoie le middle, il a la main, tu vois, qui pousse aussi la tête, parce qu'il comprend en fait, le réflexe, hein, Aspinal rentre sur son middle, bah lui, ce qu'il veut, c'est juste éviter de prendre le contre, il pousse avec sa main, enfin, en tout cas, il pose sa main sur le visage, bouche et nez, parce que je l'ai revu et revu et revu, tu sais, je me suis dit, attends, il faut, parce que le ralenti, en fait, quand tu regardes les ralentis, n'importe quel ralenti, ça a l'air toujours catastrophique. Tu sais, tu prends un mec qui prend un crochet au ralenti, tu te dis, waouh, si tu vois la joue qui se déforme et tout, tu sais, tu te dis, waouh, et puis quand tu le vois en vrai, bah, c'est un crochet, tu vois. Donc, il pose sa main sur la main, sur la bouche et sur le nez. Et en fait, comme le Gann, comme Spinal, il envoie le crochet, tu sens à mon avis, en fait, il le repousse. Et en le repoussant, en fait, ses doigts viennent rentrer les deux dans les yeux d'Aspinal. Et ça, c'est l'action malencontreuse qui va mener à la fin du fight. Parce que Thomas Spinal ne reviendra jamais. Donc voilà, il y aura un no contest involontaire. Enfin, tu sais, avec une action involontaire dit par l'arbitre, tu vois, c'est IPOC involontaire. Il essaie de l'expliquer à Cyril qui veut même pas l'écouter. De toute façon, il a compris que le combat il était fini. Ça a duré longtemps, hein, mais à 4 minutes d'overtime, tu sais, enfin de temps de récupération, 3 Ouais, serviettes, 2 alors, médecins. parce que le truc, c'est qu'on comprend très tôt, dès la première minute, on se le dit, hein, on se dit, il revient pas. À son langage Ouais, corporel, tu vois qu'il veut pas revenir de toute façon. En fait, c'est ça. il fait durer le truc 5 minutes parce qu'il faut, voilà, c'est la règle. Mais dès la première minute, il sait déjà sa décision, elle est déjà prise. Il sait qu'il va pas y retourner. Bah, on est d'accord.
On est d'accord. Et d'ailleurs, tu vois, enfin, avant qu'on rentre dans le détail de tout ça, hein, mais tu vois Thomas Spinal donc qui fait comprendre qu'il va pas revenir. L'arbitre donc qui met le no contest. Il veut quitter l'octogone avant même le résultat. Thomas Spinal. Tu le vois, il veut partir. C'est Daniel Cormier même qui l'arrête, qui lui dit non, reste là. Non, c'est Cormier, je crois, ou c'est l'arbitre. Non, c'est l'arbitre qui lui coupe la route. Il lui coupe la route. Il dit non, 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 il y a un résultat à donner, tu vois. Et puis finalement Daniel Cormier aussi qui après juste après le résultat, tu sais, dit à Gann bon reste là, mais tu sais qui court après Aspinal parce qu'il veut avoir son interview. Aspinal qui dit en gros qu'est-ce que vous voulez que je fasse, je vois plus rien, il m'a mis une phalange dans l'œil, dans les deux yeux, je vois plus rien. Enfin tu sais pourquoi vous vous énervez. Il est très en colère contre le public parce qu'il se fait huer tout simplement. Cyril Gann, il est très déçu, il s'excuse auprès de tout le monde, auprès de lui-même, auprès de Dieu, auprès De la si galaxie, tu ouais. veux, tu vois, de l'accident, voilà, c'est encore une fois, désolé, il est désolé, je suis désolé, il est souvent désolé le pauvre, pour les ceintures, il est souvent désolé. Et puis voilà, quoi. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux? On va rentrer sur ce débat, à froid, de cette époque, et de cette décision. Euh, ouais. Bah écoute, je te laisse commencer. Parce que tu sais que j'ai travaillé là-dessus. Bah écoute, déjà, le premier des points que j'ai noté, et parce que tu sais pourquoi il y a eu le débat, pourquoi il m'a appelé justement Eric. Parce que il me dit ouais bon t'as été très taquin. Il m'a dit mais pas toi. Il dit j'ai bondi de mon siège il était dans sa voiture. Il me dit j'ai bondi en écoutant votre live. Tu peux pas dire ça. Il me dit tu peux pas dire que c'est Aspinal qui s'est barré, que il a abandonné le combat. Il dit on oublie souvent mais ça on l'a dit hier dans le live. Mais sauf qu'il avait quitté le live à ce moment-là que le premier responsable, c'est le fautif. Tu vois, c'est celui qui crée l'action, c'est celui qui crée l'erreur. Et en fait, c'est très vrai. C'est vrai que le premier problème vient de celui qui met le doigt dans l'œil. Bien sûr. Maintenant, moi, je dissocie effectivement le fautif, qui fait une faute qui est grave, mais qui n'est pas lourde, et celui qui décide après du sort du reste du fight, qui est celui qui subit, en fait, cette faute. On a parlé de Sterling. Tu vois, même avec Eric, on a parlé de Sterling. Il m'a dit, je sais pas ce que t'en as pensé, mais à l'époque, mais en tout cas, voilà, le Sterling, pour le coup, c'était enfin, tu sais, il parle, en fait, pour le coup, alors, je vais tout dire en fait pour de la discussion qu'on a eue, et puis comme ça, on pourra en parler. En fait, il parlait du contexte. Il dit, mets-toi à sa place. Le mec, il est champion. Il vient, il a poireauté pendant je sais pas combien de temps parce que Jones l'a fait poireauter. Il a fait 4 camps et tout ça. Là, il doit aller chercher sa légitimité et se battre contre Cyril Gane. Ce qui fait que, déjà, il le sentait pas à 100% avant le fight et pendant le fight, dans le début du fight. Il dit là, il risque de perdre sa ceinture. Euh, la faute, c'est pas lui qui la crée. C'est Gane qui fait une erreur et qui lui met les doigts dans les yeux. Tu vois? Pourquoi il devrait lui laisser cette chance, tu sais, d'aller au bout du fight et au péril, avec le fait d'être amoindri, de perdre sa ceinture en continuant à combattre avec un handicap. Il dit, est-ce que toi, tu l'aurais fait? Tu vois, il me pose la question. Il me dit, est-ce que toi, tu l'aurais fait? Est-ce que tu aurais continué le fight? J'étais très honnête. Je lui ai dit oui. Non, non, j'étais très honnête. Je lui ai dit, je sais pas. Je sais pas parce que je suis pas à sa place. Tu vois, je suis pas à sa place. Je sais qu'aujourd'hui, moi, quand je combats, ou quand j'ai combattu par le passé en compétition, ou même quand je combats encore aujourd'hui, même dans n'importe quelle situation, je prends un coup, je prends un doigt dans l'œil, je prends un truc même illégal ou un coup dans les parties, je prends mon temps de pause, enfin mon temps de pause, tu vois, juste le temps de, t'en fais voir, ça saigne pas, nanana, et puis après j'y retourne. Ah C'est dans mais, mon caractère. non, mais J'y retourne. Tu vois. les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais après je te dis ça même quand je combattais à l'international. Non, Tu vois. mais même à Mais c'est pas l'international. le même enjeu. Voilà, là, Et c'est ce que je lui ai dit. on parle de millions Et, d'euros, qui perd ou pas, s'il perd sa ceinture. Tu vois, et c'est exactement ce que je ne lui ai dit. serait-ce que financier, c'est un autre monde, là. Et oui. Et oui. Donc c'est sûr que tu perds tout quand c'est comme ça. Tu vois. Donc on a eu un gros débat qui était très intéressant.
Alors déjà sur le côté le fautif effectivement c'est John Jones. Tu as tellement l'habitude de le voir mettre des hypocs, celui-là on va le laisser où il est. Le fautif c'est Gann. Il fait une erreur qui est pas volontaire, tu vois, parce que les en fait il vise pas les yeux, hein. Est-ce Parce que que, tu sais j'ai écouté bah est-ce t'as que écouté Jam Life. non, j'ai pas écouté. Finalement t'as pas écouté Non, j'ai pas quand écouté. t'es rentré chez toi. Non, non, non. Juste comme ça, avant de répondre à ton est-ce que, c'est il parlait de est-ce que les doigts en fait sont pointés vers l'adversaire ou sont pointés vers le Ils ciel. sont En fait, pointés c'est vers ça le la haut. différence, tu sais. Mais ils sont pointés vers le haut en fait finalement. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment une faute involontaire pour le coup. C'est donc c'est le fautif. Il est au début de l'action, il a pas posé la main sur le visage de l'adversaire. Enfin, il a pas posé la main. Il y a rien qui l'interdit en fait de poser la Hum. main sur le visage de l'adversaire. Mais finalement, voilà, il a juste repoussé son adversaire. Maintenant, est-ce que Aspinal était vraiment Ah, ça, on peut pas le savoir. vraiment hors d'état de nuire? Il y a que lui qui le sait. Ça, on Eh peut oui. pas le savoir, et c'est pour ça que finalement, c'est un débat sans fin, parce que on n'a pas la réponse à cette question. Est-ce que tu as vu la sortie médiatique sur cette situation de Demetrius Johnson? Non. Ok. Moi, j'en ai vu plein, mais pas la sienne. Bah, je la trouve intéressante parce que pour le coup, il prend le parti alors il prend le parti de Cyril, mais plus globalement, en fait, il explique que cette situation-là, il faut acter que tu peux pas l'éviter en MMA. En gros, il Hmm. dit que c'est, de ce que tu comprends de la déclaration, c'est que c'est un coup du sort, que tu peux rien faire, qu'il n'y a pas d'erreur Hmm. de Cyril parce que techniquement, Cyril fait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand t'envoies un middle, tu tends le bras vers l'avant avec la main ouverte, même quand tu as des gants de Muay Thai, et il dit que techniquement, il fait exactement ce qu'il doit faire. Donc en fait, Eh oui. tu peux pas le pénaliser sur un truc qu'il doit faire. Et d'un autre côté, tu peux comprendre Aspinal qui prend le doigt dans l'œil et que bah c'est un coup du sort. Voilà, c'est malheureux. Tu refais le fight, il lui envoie 50 middle, ça se trouve, il y aura pas un seul doigt dans les yeux. C'est tombé sur ce fight-là. C'est hyper frustrant, hein. Hier, on était tous dégoûtés. C'est pour ça que tout le monde réagit à chaud et que, bah, comme tout le monde, on a tous vécu ce truc de t'attends un combat et puis il y a une blessure ou ça se passe mal ou voilà, t'es dégoûté. Ça fait des mois que t'attends et t'es frustré. Mais, euh, mais en vrai, personne n'est blâmable dans cette situation. Personne n'est blâmable parce que même Aspinal, finalement, on peut le blâmer de pas y retourner. Mais au fond, on sait pas ce qu'il ressent, tu vois, de niveau physique, on sait pas si sa vision elle est vraiment troublée. On peut faire que des suppositions. Donc Hmm. c'est délicat, hein, c'est très délicat. Bah, c'est très délicat. Maintenant, comme je te dis, seul lui le sait. Moi, par contre, je sais pas si t'as fait gaffe parce que j'ai vraiment bien étudié. J'ai essayé de vraiment bien regarder, tu sais, son langage corporel, les interactions avec tout le monde et tout ça. Enfin, tu vois, les médecins qui, comme on nous l'a dit hier, hein, tu vois, ils étaient en train de dire, enfin, ils disaient plutôt que bon, ça va. Et tu sais, je sais pas si t'as capté. Je sais pas si tu l'as regardé jusqu'au bout comme ça, mais même son père, et c'est ce que je disais à Eric tout à l'heure. Son père, il s'approche de Tom Aspinall et puis il met la main devant la bouche comme ça. Et je suis persuadé qu'il lui a dit, c'est vrai ou t'as vraiment mal ou t'es un mytho? Parce que t'as Tom Aspinall qui dit, tu sais, qui est avec son mouchoir là comme un enfant. Bah et oui, j'ai mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc même, je crois que même son camp, ils se sont posé la question. Tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question aussi. Pourquoi la question elle est légitime? En fait, il y a aussi la légitimité de la question. C'est que des hypocs, on en voit tout le temps. Tu vois, dans le MMA, on en voit comme des coups dans les coquilles, on en voit tout le temps. Si tout le monde s'arrête sur un époque, bah en fait, limite, faut arrêter la discipline. En Tu vois, fait, parce qu'en fait, sur chaque carte, il y a comme deux, l'a dit trois, Dimitri quatre no Johnson, contest, quoi. c'est ça. C'est-à-dire que comme l'a dit Dimitri Johnson, à partir du moment où t'as fait du MMA dans ta vie, tu sais que tu peux essayer alors t'as des styles qui sont plus propices à mettre des doigts dans les yeux, effectivement. John Jones, Nassourdine, qui met beaucoup de doigts dans les yeux parce qu'en fait, il est toujours avec la main ouverte comme ça, tu vois, avec les doigts tendus un peu vers l'adversaire. Mais à la fois, même si tu fais attention, même si ton style n'est pas à mettre des doigts dans les yeux, parce que Cyril, c'est pas, tu sais, il met pas un doigt dans l'œil à chaque combat, hein. Tu vois, c'est pas comme si c'était. Alors autant on peut dire que c'est un coutumier du fait de frapper derrière la tête, autant on peut pas dire que c'est un coutumier du fait de mettre des doigts dans les yeux, Bah, ou mettre même des coups dans les parties. ça arrivait deux fois, je crois.
Ouais, 2 fois sur tous ces fights. Donc bon, c'est pas non plus, tu vois, un ratio, c'est un ratio qui est assez raisonnable. Mais donc, pourquoi c'est légitime de se poser la question? Pour la raison qui est celle-ci, c'est-à-dire que un doigt dans l'œil, bon bah ça arrive, et puis après tu récupères, tu vois un peu trouble, et puis au fur et à mesure tu vois un peu mieux, et puis après en fait finalement, au bout de 5 minutes, ça y est, c'est bon. Normalement, à moins que vraiment t'aies une grosse blessure, et ça je sais même pas si on sera au courant, mais voilà, d'expérience, les 3 quarts des doigts dans les yeux, au bout de 5 minutes, ça va mieux. Ça va mieux, c'est bon, tu t'es reparti, tu retournes combattre. Ok, t'as l'œil qui pleure un peu, mais c'est pas non plus la mort. Tu vois, tu peux très bien avoir l'œil qui pleure un peu avec un gant qui vient frotter ton œil aussi, tu vois. Ça, combien de fois Exactement, ça nous est arrivé, c'est tu ce que vois. j'allais te dire. Tu vois, Ça fait, tu prends un c'est jab ça. au niveau de l'œil, c'est la même chose. Et pourtant, tu vas gérer avec. Ouais, ça peut couper quand t'as parlé, mais j'ai compris l'idée. Tu prends un jab dans l'œil et tu vas gérer avec le gant qui frotte. Ok. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Maintenant aussi, pourquoi on se pose la question? Parce qu'on s'est tous posé la question du mental d'Aspinal, en fait, tout simplement, avant le fight. En fait, on s'est toujours dit, si jamais ça se passe pas comme il veut, si le A-game ne marche pas, donc là, il avait son plan A et son plan B. Son plan A, c'était le KO, plan B, c'était de l'amener au sol et de le soumettre. En fait, tu peux te poser la question de, est-ce qu'il va, et comment il réagit dans l'adversité? Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Et après, c'est encore une fois, c'est entre lui et lui. Il y a que lui qui sait. C'est-à-dire que nous, on peut faire des suppositions, mais c'est entre lui et lui. C'est-à-dire que est-ce que le fait, là, en fait, j'ai fait exprès pour ce fight-là, comme en plus il a duré que 4 minutes, de relire toutes les actions. Quand tu relis toutes les actions, et je les ai dictées, hein, donc tu sais, vraiment, je les ai pas ratées. Quand tu regardes toutes les actions, le combat le plus efficace, il est dans les mains de Cyril Gane. Quand tu vois comment on parle de langage corporel. On parle du langage corporel où il y en a plein qui disent ouais mais attends son langage corporel tu sais il y en a ils ont dit ouais comédie française mais en fait non en fait tu vois même pas qu'il a mal. Tu sais quand t'as mal à l'œil vraiment quand t'as pris un coup Ah, je suis tu d'accord. grimaces t'es là Eh ben, c'est ce que tu je me vois pour suis dit l'avoir vécu tu vois c'est en le ça. revoyant là, quand il prend l'action, comme tu dis, on en a vu beaucoup à l'UFC. Tu vois, les Hum mecs, dès qu'ils prennent un gros doigt dans l'œil, déjà, ils ont tu sens c'est non, mais le ouais surtout, ils ont tous le réflexe de tourner le dos et de tendre le hum bras, tu sais, en mode à l'arbitre, je peux plus. ouais Là, tu sais, il prend le doigt dans l'œil, hein. Il prend le doigt dans l'œil, mais t'as même l'impression qu'il y a une hésitation limite entre ouais je signifie ou pas, je le notifie ou c'est pas. ça. Ouais, il le prend et puis il fait ça, il touche sa joue, il montre genre ouais bon j'ai pris un doigt, tu sais ouais ouais j'ai pris un doigt dans l'œil, tu vois. C'est effectivement il y avait pas un rejet du truc quoi, tu vois ce que je veux dire. Et même après, tu vois ouais, j'ai pris un doigt dans l'œil. Alors il fait un peu tu vois vite fait après tu sais tu sais quand il touche un peu, tu sais tu vois il fait sa grimace, mais bon voilà. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'en venais là? Parce que je parlais de jouer la comédie. Ouais, je parlais du langage corporel. Oui, non, c'est pas ça. Oui, c'était sur le niveau de fatigue. Quand tu regardes la spinale, tu le vois, il est en sueur, mais surtout, tu le vois, tu vois, il halète. Tu vois, non, il halète pas. Non, parce qu'il a pas d'enfant, mais il est en train d'halter. Tu vois, vraiment, Ouais. il respire, tu vois, sa respiration, elle est rapide. Tu vois, tu sens qu'il y a de la fatigue. Là où Cyril Gane, il est normal. Tu vois, et tu sens qu'il y a pas le même niveau de fatigue entre les deux sur les 4 premières minutes de combat. Tu vois. Donc, il y a plein de facteurs comme ça où quand tu vois ça, après, comme on le dit, c'est entre lui et lui, mais tu peux te poser la question, en fait. Tout ça fait que ça favorise le fait de pouvoir se poser la question. Ouais, je suis Et de pouvoir d'accord. spéculer sur le fait que, Et tu puis vois. aussi le fait que on voit bien que c'est l'œil gauche le plus impacté par le doigt dans l'œil et que finalement il Mhm. se retrouve à se tenir l'œil droit. Ça C'est aussi, ça. Et que le voilà. gauche, il est complètement ouvert. Là, tu te poses des questions aussi. Maintenant, comme tu l'as dit, des fois, je sais pas, il suffit d'un angle, il suffit de, voilà, c'est possible que ça paraisse plus impressionnant d'un côté, mais que ça te fasse plus mal de l'autre, alors que ça paraît moindre. Mhm. C'est une possibilité, c'est une possibilité. Donc voilà, c'est un débat stérile. Le seul truc, Mhm. comme tu as dit, c'est lui seul qui sait. Il y a des examens médicaux qui ont été faits, donc on aura les retours sur ses yeux, Pas, s'il y a ouais, des pas lésions ou forcément, en pas. fait. C'est ça qui est, on sait pas si on le saura vraiment ou pas, tu vois. S'il y a quelque chose, on le saura. Ouais.
S'il y a quelque chose, je pense qu'on le Et puis, saura parce qu'il le mettra lui-même bien volontiers en avant pour montrer que je suis pas parti pour rien. hmm, oui, bien sûr. Et puis, tu sais, on a eu ce débat, tu sais, j'ai évoqué aussi le côté cerveau reptilien avec Eric. C'est-à-dire que, tu sais, dans une situation de crise, ton cerveau reptilien, en fait, c'est tous les gens qui disent, parce que tu sais, ça me fait rire, tu sais, ceux qui disent, ouais, c'est facile à dire quand vous êtes dans votre canapé. Ouais, mais en même temps, toi aussi, tu dis que le mec, il a abandonné parce qu'il avait l'œil blessé en étant dans ton canapé. Tu sais, dans les Hmm. deux cas, on est tous les deux le cul vissé dans le canapé, mon ami. Quand tu dis, c'est facile à dire que c'est, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, en ce moment qui disent ça, tu sais, sur plein de trucs. Tu sais, moi, j'ai plein de commentaires quand les mecs, ils ont pas d'argument, ils disent c'est facile à dire quand t'as le cul dans ton canapé. Ouais, mais en même temps, j'ai mon cul dans mon canapé, mais j'ai aussi mes pieds sur le tapis et mon cul sur un tapis un jour, enfin, plusieurs jours par semaine. Donc, et depuis des années. Donc, au bout d'un moment, tu sais aussi ce que c'est que de vivre la chose. Je veux dire physiologiquement, tu vois. Donc voilà. Mais en soi, tu sais, on parlait du cerveau reptilien. Tu sais, il y en a plein qui disent, oui, moi j'aurais fait ci, oui, moi j'aurais fait ça. Que ça soit dans n'importe quelle situation de crise. Tu vois, même quand tu te fais agresser, moi, tu me fais ci, mais moi, le mec, je le prends, je l'attrape, je le retourne. Ok, d'accord. Ça t'est déjà arrivé? Non. Bon, bah, t'en sais rien. Le cerveau reptilien, il dit quoi? Il dit que, en situation de crise, soit tu figes, soit tu fuis, soit tu te bats. Ça, tu le sauras que quand tu y seras. Donc je lui ai dit ça. Je lui ai dit là, est-ce que le reptilien lui a pas, tu sais, indiqué de la fuite, Et tu tu sais vois? quoi? Si on veut même pousser le truc, tu peux avoir la même situation d'un jour à l'autre, tu vas réagir différemment. Oui, mais d'une situation à l'autre. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, c'est que s'il était challenger, il aurait sûrement continué le fight. Je pense aussi. Peut-être même que s'il dominait, il aurait continué le fight. Mais ça, c'est ce qu'on a dit en live. Hmm. S'il dominait ou si, même s'il était dépassé techniquement, mais qu'on avait dépassé la mi-fight. Si on avait été au round 2,5, donc passer le round 2,5, Parce je qu'une pense qu'il décision qui continuait le est... fight bah, aussi. il y avait une décision qui était rendue si s'il mettait un no contest. Donc il n'avait pas le Bah, choix. il y avait pas de no contest. Il y avait une Oui, décision. il y avait une décision qui aurait été rendue, donc il était Ouais. obligé de continuer. Il était obligé de continuer. Donc c'est une réalité, tu vois. Je pense qu'il se serait pas arrêté à ce moment-là, tu vois. Ou alors il a pris la porte de sortie, mais bon, c'était un peu plus compliqué parce que là, tu perdais ta ceinture pour le coup. Enfin, s'il était dominé sur les deux premiers rounds, bien sûr. Par contre, c'est vrai que c'est pas vrai s'il domine les deux premiers rounds et que ça se passe à plus 2,5 et qu'il gagne le round 1 et le round 2. Dans ce cas-là, il peut s'arrêter et dire voilà, j'ai gagné. Hmm. Tu vois, ça aussi, c'est une possibilité. En fait, c'est vrai qu'il y a tout ça. Et c'est pour ça que, et ce qu'il me disait, c'est pas plus mal. Il me dit, mais pense aussi, ça se trouve que, finalement, il a réfléchi que très froidement à la situation. Il a pris une décision qui était très froide, qui lui a permis, en fait, de juger cette situation, mais, avec du recul, tu sais, entre lui et lui-même, quoi. Tu vois, à ce moment-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? La seule chose que je peux dire, moi, c'est que, quoi qu'il arrive, si jamais il a abandonné le fight parce qu'il s'est senti dépassé, quand il va se retrouver seul, c'est ce que j'ai dit à Eric, qui sera assis dans son salon, tu sais, tout seul, dans le noir, et qui va repenser à son fight, mentalement, ça va C'est- être très dur de Mais repartir. c'est même pas ça. C'est quand il va être tout seul, en se disant putain, dans 6 mois, je me retrouve contre ce même mec. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, tu peux parier sur le fait que Gann ne fera pas le même camp, que ça se passera dans d'autres conditions, qui sera peut-être moins affûté, moins dans un état de flow, parce que tu vois, c'est ce que disait Aldric, je suis d'accord avec lui, hein, l'état de flow, il y a des jours où t'es en ultra instinct, et ce jour-là, Gann, il l'était, tu vois. Bon, après, il nous a prouvé qu'il était souvent dans cet état-là, tu sais, Honnêtement, et Cyril Gann. on l'a dit, hein, plus les mecs en face sont dangereux en Hmm, striking, plus il rentre tôt dans son combat, Cyril. c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il y a ça. C'est après, tu sais, quand une fois que tu rentres chez toi, tu dis qu'est-ce que je mets en place pour décortiquer ce puzzle qui est Cyril Gann, tu vois. C'est ça le truc. Et ce qu'il me disait justement Eric, c'est bah ok, mais peut-être que au contraire, le fait d'être underdog la prochaine fois, parce qu'il sera underdog, parce que les cotes elles vont complètement s'inverser, Je pense aussi. peut-être que ça va motiver aussi et ça va déterminer Aspinal à être plus dangereux, tu vois.
Mais être déterminé à être plus dangereux, ça veut pas forcément être dire plus dangereux, enfin, être plus dangereux techniquement, tu vois. C'est ça, ouais, plus dangereux, ouais, plus dangereux. En fait, je vois pas. J'ai beaucoup de mal à voir l'axe d'amélioration de d'Aspinal. Bah, moi aussi. Moi aussi. Et c'est ce que je lui ai dit. Tu vois, je lui ai dit, ok, mais en fait, qu'est-ce qu'il met en place? Moi, je le voyais plus fort avant, je l'ai vu plus fort pendant, et je le vois plus fort après. Ouais, ouais. Bon, écoute, en tout cas, ça va être rebooké. Alors, je sais pas si ça sera aussi rapide que ça parce que de ce que j'ai lu, il a quand même une fracture du nez, Aspinal. Donc, D'accord? le temps de récupérer de la blessure, de refaire un camp. Ouais, on est en quoi là? On va dire novembre, décembre, janvier. Ouais, plutôt vers mars, hein, je pense. Oui, février-mars, de toute façon, les cartes de janvier sur le nouvel format, ça sera pas avec un Aspinalgan, Et hein, qui vend pas. on avait demandé en plus durant le live, c'était quand le prochain événement en Angleterre? Il me semble qu'ils avaient dit, on avait répondu avril. Quelqu'un avait répondu Mars-avril, ouais, 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 mars-avril. avril, ouais. Ouais, ça colle. Moi, je le vois bien sur cette carte-là. En plus, ça lui donnerait un avantage, même psychologiquement, ça lui ferait du bien de combattre devant son public. Parce que tu sens qu'en plus, à Spinal, c'est pas quelqu'un qui est forcément apprécié par les fans, hein. On l'a vu même là, hein, Non. il n'était Ah bah pas. non, il était, ah oui, non, c'est le public, il était pour Cyril Gann. Mais attention, hein, parce que les Français, faire un déplacement en Angleterre, ça serait pas la première fois qu'ils le font, hein. Ah, mais ils le feront. Ils le feront. Le Hein. public, il serait mixte en fait. Il y aurait de la Oh, force des deux côtés. non, quand même pas. Même pas mixte. Il y aurait de la force, mais le public anglais serait quand même largement majoritaire. Écoute, il y a beaucoup de Français qui se sont qui se sont déplacés, donc qui se sont Des plans faits. déplacés là, déplacés à l'Etihad. Je suis québécois moi maintenant. À l'Etihad Arena, s'ils sont allés là-bas, ils peuvent aller à Londres ou à Liverpool ou je sais pas où est-ce qu'ils feront ça, tu vois. Ils l'ont fait pour un Morgan Charrière, je te rappelle, hein. Je suis pas sûr qu'il y avait énormément de fans français. Hein. La différence, c'est que la salle est tellement silencieuse là-bas que de toute façon, tu mets 10 fans français, t'entends que. En Angleterre, ça va être plus compliqué. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais pourquoi pas? Il y a juste un Eurostar, hein. Ouais, mais même de toute façon, je pense pas que ça soit ça qui impacte forcément Cyril. Il est habitué Non, je maintenant à pense pas. combattre à l'étranger. Enfin, c'est la routine. Donc c'est pas un problème. Je pense qu'il va demander ça, Spinal, pour son retour. Il va demander l'Angleterre. Ouais. En tout cas, Dana White avait l'air de dire qu'il voulait ce retour, en fait, ce combat à rebooker. De toute façon, il y a personne d'autre, hein, on va pas se mentir. Et donc, pourquoi pas? En En tout plus, il a cas, été ouais, impressionné, Dana White, hein, par la performance de Cyril Gane. Hein. Il l'a dit. Hein. bah, bien sûr. Il a dit que ça faisait bien longtemps qu'il l'avait pas vu à ce niveau. Alors, je sais plus si c'est lui ou si c'est Cormier qui a dit ça. Je crois que c'est Cormier qui a dit ça. Mais en tout cas, Dana, il a été impressionné par le niveau de Cyril Gane et ce qu'il proposait dans la cage. Dana, très clairement, tu vois, pour le coup, lui, il est partisan de Aspinal, il a quitté le fight. Il a quitté le fight parce que il a saigné et parce qu'il était dominé. Enfin, tu lis entre les lignes que c'est vraiment ça qu'il pense, tu Ouais, vois. alors il peut pas le dire ouvertement, c'est son champion. Tu vois, Bah il peut oui, pas le dire ouvertement. Non, je suis quasi certain que tu te mets dans une pièce seul avec Dana White sans caméra, c'est ce qu'il dit. bah ouais, ouais, je pense aussi. Donc bon, écoutez, on va espérer ce nouveau fight. Après, moi, tu sais quoi, avec le recul que ça se passe à Londres, enfin que ça se passe en Angleterre, ça me va aussi très bien pour même pour Cyril Gane et pour sa prépa. Parce que si jamais il voulait refaire une prépa, parce que tu sais, on en parlait tout à l'heure avec Eric, mais tu sais, sa prépa qu'il a fait là, justement là-bas, enfin à Abu Dhabi, tu vois, enfin en tout cas dans les Émirats, ça lui allait très bien, tu vois, avec les sparring et tout ça. Tu peux le faire, il y a pas de décalage horaire. Mhm. Tu vois, il peut aller là-bas, faire sa prépa et venir juste avant pour la Fight Week et débarquer ici pour faire exactement le même camp si ça se passe en Europe. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, tu vois. Ouais. Donc bon, je pense qu'on a fait le tour de Ouais. de cette UFC 321.
N'hésitez pas à nous dire, alors je sais, hein, de toute façon que vous allez nous dire en commentaire ce que vous pensez sur ce fight, n'hésitez pas, franchement, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Mais bon, en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, et c'est important, faites-le, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on va un peu plus, voilà, abonnez-vous les amis, c'est gratuit, likez, c'est gratuit, commentez, c'est gratuit. Donc allez-y. La version payante, elle se passe sur Tipeee. Le lien est en description. Vous avez le site Import Fight aussi, si vous voulez avoir du style en étant différent des autres. Avec le code TATAMIDI, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Et puis voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.